Bonsoir ou rebonsoir, c'est le secrétaire d'État américain Rubio qui en fait l'annonce solennellement ce soir. L'opération Liberté a commencé au Proche-Orient pour libérer le détroit d'Ormuz par des moyens militaires. Et on a pour la première fois ce soir le mode opératoire complet avec les destroyers, les navires de guerre américains qui escortent les navires commerciaux. Vous êtes avec nous, merci beaucoup Michel Goya, Sophia Amara, Xavier Titelman, l'amiral Jean-Louis Bichot, Samantha de Benderne et vous Guillaume Roquette. Là vous avez les images de Bush puisque tous les moyens militaires évidemment sont dépêchés sur place pour donner les moyens d'opérer cette politique. Écoutez ce soir le secrétaire d'État Rubio. L'opération est terminée. Nous en avons fini avec cette phase. Nous nous attaquons désormais à ce projet de liberté. En ce qui concerne les négociations, le président a clairement indiqué qu'une partie du processus ne doit pas porter uniquement sur l'enrichissement, mais aussi sur ce qu'il advient de ces matériaux enfouis auxquels ils ont toujours accès s'ils voulaient les déterrer. Un mot sur le messager, ça a toute son importance. Rubio, il est omniprésent. Vous avez vu ces mèmes où il est à la fois gouverneur du Canada, responsable de tout. Et là, il remplace même Caroline Leavitt qui est enceinte. Donc c'est vraiment l'homme par qui tout passe, décidément. Oui, et c'est aussi le diplomate. C'est le seul diplomate de carrière de cette équipe. C'est un homme qui est respecté, y compris par les démocrates, et qui est considéré, avec toutes les guillemets qui s'imposent, comme une forme de sage dans l'entourage de Trump. Et donc c'est lui qui est choisi pour envoyer ce message consistant à dire, en gros, les psychologues diraient, ils ont fait leur travail de deuil, quoi. C'est-à-dire que la guerre facile promise par les Israéliens, où on arrivait à la fois à faire tomber le régime et à éliminer le danger nucléaire en quelques jours, ça c'est terminé. Donc maintenant on passe à quelque chose de plus raisonnable, qui consiste à essayer de libérer le détroit pour limiter la casse. Et pour la première fois, il y a décidément beaucoup de nouveautés ce soir. Pour la première fois, on a le scénario complet. Aidez-nous, surtout vous, mais aussi vous, amiral, enfin tous sur ce plateau. Mais c'est la modélisation du site Haïteli qui réalise ça. On comprend de quelle façon maintenant les États-Unis prétendent pouvoir faire sortir de la nasse du détroit d'Ormuz, du golfe Persique plus exactement, tous ces navires. Faites-nous l'explication, Xavier Titelman. Alors, en l'occurrence, là, ce qu'on voit survoler, c'est un drone. Alors, principalement, c'est ça. Le P-8 Poséidon, l'avion de patrouille maritime. Moi, j'étais dans le pendant français qui s'appelle Atlantique 2. L'objectif, c'est d'avoir une image de la situation navale. Qu'est-ce qui est en train de sortir du port? Est-ce qu'il y a des petites vedettes qui vont sortir, etc. Ensuite, il y a l'escorte à part entière. C'est-à-dire que devant et derrière les bateaux, devant, il faut avoir un destroyer qui a la capacité de protéger les navires civils contre les missiles qui vont être iraniens. Et il y en a un autre qui est derrière, puisque ça peut arriver des deux côtés. Ce qui ne s'apparaît pas ici à l'image, c'est qu'en plus, il faut avoir des systèmes de déminage. Or, a priori, les Américains, ils sont très très faibles dans le domaine. Le seul robot qu'ils ont est devenu opérationnel au mois d'avril. On ne sait pas exactement s'ils le déploient. En tout cas, ils n'en font pas la communication. Amiral, vous avez un... Oui, en fait, il y avait dans le golfe arabo-persique, au moment du déclenchement des hostilités, il y a 67 jours, et il y avait un littoral combat ship, oui, c'est-à-dire une petite frégate avec un équipement de déminage. A priori, elle n'était pas dans ce convoi. Alors, elle n'est pas dans ce convoi, non, mais ça veut dire que le risque de mine, pour eux, il est considéré comme nul aujourd'hui. Expliquez-nous bien là, le mode opératoire, on va pas à pas. Hein. Là, donc si on comprend bien, il y a des bateaux qui poussent, qui protègent derrière, et des bateaux qui protègent devant. C'est-à-dire, il faut, comme le disait si bien Xavier, il faut protéger tous azimuts. La menace, elle arrive plutôt du nord, c'est-à-dire du rivage iranien, mais elle peut venir aussi sur l'avant ou sur l'arrière. Donc, ces bateaux sont relativement près des cargos pour que toute leur défense contre avion, si j'ose dire, contre aéronefs plus exactement, peut être utilisée au profit des bateaux qu'ils escortent. Donc, c'est pas des gigantesques convois, ce sont des convois très resserrés, de telle manière que les destroyers puissent se protéger eux-mêmes en même temps qu'ils protègent les bateaux qui sont près de. Je reviens à ma question sur nos amis les assureurs Séraphin Lampion. Est-ce qu'ils vont se risquer? Parce que là, il y a une prise de risque quand même, j'imagine. C'est toute la question. Est-ce qu'ils vont se risquer? Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a environ 20 000 personnes, donc de personnel navigant de ces navires, qui sont bloqués
depuis 67 jours, qui sont bloqués sur des navires, dans des conditions... Alors, ils ont assez à manger, ils ont assez à boire, d'après ce qu'on peut comprendre, mais psychologiquement, ils sont éloignés de leur famille, ils sont en huis clos, je ne sais pas du tout comment se passe l'entente entre ces personnes, ils doivent absolument sortir. On ne parle même pas des denrées qu'ils transportent, beaucoup de ces denrées qui étaient périssables, on ne parle même pas des animaux qui à bord de ces bateaux, qui bien sûr... Là, vous êtes une vraie Anglaise. On se comprend très bien, vous et moi j'adore les animaux aussi. Vous êtes la seule sur ce plateau à toujours dire et les animaux. Non, c'est vrai que oui, vous aussi. Non, mais pardon. Eux ont dû les être animaux avant les hommes. Non, mais... On oublie souvent, mais il y a quand même eu des opérations semblables au même endroit dans les années 80. Ça s'appelait la guerre des pétroliers. La guerre des tankers. La guerre des tankers, et c'était exactement la même chose. Et on escortait, dont des navires français, une opération importante. C'est une des opérations les plus importantes de la Marine nationale qui consistait à escorter un peu sensiblement de la même façon les navires. Et à l'époque, ça marchait. Donc, et d'ailleurs, on a fait les opérations de déminage. On est sorti. Effectivement. Parce que ces champs de mines, ils sont toujours là. C'est comme en France. Il y a encore des mines historiques qu'on va chercher et qu'on retire. Et aujourd'hui, il y a donc probablement un chasseur de mines français qui est parti vers le Golfe pour l'après. Et il y a actuellement deux bâtiments de guerre des mines américains qui sont en train d'arriver, qui ont quitté le Japon où ils étaient stationnés. Parce qu'au Japon, ils protégeaient le port de Yokosuka. Il y a deux destroyers, il faut rappeler, il y a quelques semaines, il y a tout de suite, un peu de temps après le cessez-le-feu, il y a 2 destroyers qui sont passés quand même. Donc c'était peut-être déjà une reconnaissance, parce que les destroyers eux-mêmes ils sont pas amagnétiques, ils sont pas faits pour la guerre de mines, quoi. Mais ils ont au moins reconnu des voies navigables libres, et c'est peut-être ces voies que les convois prennent actuellement. Il faut le rappeler évidemment qu'ils sont près d'Oman, sur la côte omanaise, et ils sont loin de l'île de Keshm et de l'Arak. Guillaume. Moi j'ai lu qu'il y avait une estimation d'1 millier de navires qui étaient bloqués dans le golfe arabo-persique. Si j'ai bien compris cette animation, ils passent 2 par 2. Ouais. Bon, il faut quand même peut-être qu'ils passent 4. Peut-être qu'on peut en mettre 4, mais vu le temps qu'il faut pour franchir le détroit, parce que je pense que les tankers, ils vont pas aussi vite que les navettes rapides à 96 km/h des Iraniens, et donc il va en falloir du temps. Et donc l'explication possible, c'est que vous parliez des assureurs, c'était de montrer que la voie était libre, et puis peut-être qu'au bout de quelques passages, ils diront maintenant vous pouvez y aller. Mais sinon, je vois pas comment pratiquement on débouche le détroit, pour reprendre l'image du siphon. Avec ce dispositif-là, ça va prendre des mois, il me semble. Mais Xavier Tettelman, est-ce que c'est possible d'avoir le rêve de Trump ? Moi, j'imagine, je disais, il doit comme la colonne de navires qui passe avec les petits drapeaux, vive les États-Unis, nous sommes libérés, etc. Est-ce que techniquement, c'est imaginable ? Pas au rythme actuel, effectivement. Alors, peut-être qu'une des ambitions, c'est d'identifier d'où sont tirés les missiles antinavires que les Iraniens tirent. En l'occurrence, ils font 2-3 allers-retours comme ça, très garantis, très sécurisés, et puis que systématiquement, ils détruisent 5-10 camions, parce que c'est vraiment des camions civils cachés dans la population civile qui, en fait, sont des lance-missiles. Donc, c'est ça. Expliquez bien là. Sur les côtes, il y a les camions iraniens qui menacent. C'est ça. Ce qu'on voit là, les missiles, parce qu'en fait, c'est des missiles, mais en réalité, c'est juste des camions qui sont 10, 20, 30 km sur les arrières et qui vont lancer et qui vont tirer sur n'importe quoi. Parce qu'un radar de navire, en gros, vous le lancez, il s'allume. L'écho, je schématise quand même, mais en gros, l'écho dans la mer, c'est facile à identifier et ça va plus ou moins aller sur n'importe quoi qui est dans l'axe. Et c'est pour ça qu'ils peuvent le tirer depuis relativement loin sur les arrières, en étant relativement discret, parce que c'est vraiment des camions civils qui sont adaptés pour tirer. Vous avez vu comme on parle avec respect au amiral Bichot. Quand il y a un ancien amiral de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il y a même Xavier Tettelman, toujours attention de voir si d'accord. Je schématise. Vous avez raison. Le seul grade d'origine arabe. Oui. C'est vrai. Ah oui. Ça vient de quoi ? Le prince de la mer. Vous êtes prince de la mer ? Admiral Bar. Bon. Tous les amiraux sont princes de la mer. Eh bien, monseigneur, expliquez-moi, est-ce que vous avez, mené des opérations comparables à ça ? Oui. Oui, bon, ça arrive. Et dans l'histoire, il y en a plein, puisque pratiquement toutes les guerres ont été soutenues par des logistiques importantes qui venaient d'ailleurs. Et donc, que ce soit dans le transit lui-même ou dans la phase terminale du transit, quand on arrive au point où il faut débarquer les choses, il y a des escortes qui sont en place. Et ça, depuis la nuit des temps, depuis la marine a aujourd'hui 400 ans, mais depuis le début de ces 400 ans, on escorte les bateaux. Donc c'est le rôle principal de la marine dans le flot logistique qu'il faut assurer pour faire la guerre après sur Terre, puisque comme le disent très bien nos camarades, et c'est bien là que ça se termine.
En fait, on est en train de parler de cette opération Liberté, de tous les moyens qu'ils vont mettre en œuvre avec ces belles cartes, que Trump est en train de nous faire oublier l'essentiel, c'est que ces objectifs de guerre qui étaient de se débarrasser du programme nucléaire iranien, on n'en parle plus, la chute du régime, on n'en parle plus. Le régime continue tous les jours, il y a des exécutions de manifestants. Et là, finalement, sa victoire, ça va être d'avoir ouvert le détroit d'Ormuz, qui est fermé à cause de sa guerre, qui n'a obtenu aucun des résultats espérés. Et ça, il faut le rappeler tous les jours. Rappeler tous les jours que le régime exécute des jeunes et des moins jeunes, que le programme nucléaire n'est pas touché. Et là, on est tous en train de s'exciter autour du droit des détroit d'Ormuz. C'est normal, parce qu'on va souffrir de ça. Mais il a créé ce problème. Et juste, s'il réussit à s'en débarrasser, il n'aura obtenu aucun de ses objectifs. Enfin, c'était pas non plus le bonheur dans la région précédemment. Cette dictature iranienne était déjà en place. Et c'est pas le bonheur aujourd'hui, c'est encore pire. C'est pire aujourd'hui d'après vous ? Ah oui. C'est pas d'après moi, c'est d'après tout ce que je lis, les témoignages qui arrivent à sortir de l'Iran, que pour les Iraniens aujourd'hui, c'est bien pire. Non, mais l'opération Epic Fury est terminée, d'accord, très bien, mais l'opération Epic Fury, c'est un échec. Voilà, c'est une défaite des États-Unis. Ils n'ont atteint aucun des objectifs qui étaient fixés, et ils se retrouvent face à un pays qui leur a tenu tête, à une puissance régionale, au budget de défense 50 fois inférieur, qui leur a tenu tête. Ils n'ont atteint aucun objectif. Si elle est réellement terminée, puisqu'on va voir dans quelques instants que Israël considère que ça va continuer, que leur flotte aérienne est toujours là prête, et ils parlent de façon officieuse, mais très explicite, de tuer les dirigeants iraniens qui restent. Donc on verra ce qui est terminé ou non. Écoutez un marinier chinois qui est là parmi ces milliers de mariniers dont vous parliez. 20 000. Combien ? 20 000. 20 000 marins. Évidemment, c'est pas le bonheur là pour l'instant dans le Golfe Persique. Ce soir, l'ambiance est tout sauf sereine, tout sauf tranquille. 3 navires voisins sont arrivés en un rien de temps, sous ce ciel si magnifique. Mais ne vous faites surtout pas d'illusions. Ce soir, ce n'est vraiment pas calme. Amiral. J'ai un ami qui est marin, qui commandait un bateau pour Bourbon dans le golfe arabo-persique, qui est rentré en France et qui a été remplacé par son second qui est vietnamien. Et qui disait déjà, lui entendait passer les drones, lui entendait passer les missiles, parce qu'il était dans le golfe arabo-persique, non loin d'un dépôt pétrolier. Donc effectivement, ces gens-là voient passer des engins au-dessus de leur tête en permanence, et c'est sûr qu'ils n'ont pas d'abri à où se réfugier. Le drone parfois leur tombe dessus, ou les débris du drone, ou les débris du missile. Les Iraniens restent pas inertes. Regardez, ces navires en particulier, ces 2 navires, l'USS Truxtun et l'USS Mason, appuyés par des hélicoptères Apache et d'autres aéronefs, qui ont fait face à une série de menaces coordonnées. Ça, c'est le langage technique pour dire qu'ils ont été attaqués, mais enfin, ils ont réussi à se défendre. L'Iran a lancé contre eux des embarcations légères, on revient toujours à ces petites vedettes très rapides, des missiles et des drones, dans ce que les responsables ont décrit comme bombardement soutenu. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, en fait. En réalité, les Iraniens ont lancé tous leurs moyens en même temps. Ils ont lancé leurs petits navires très rapides. En fait, le problème, c'est qu'ils vont à 150 km/h. Donc, vous n'avez pas le temps de faire décoller un avion de chasse. 8 minutes plus tard, ils sont déjà sur vous. Donc, il faut que vous ayez déjà des avions, des drones qui soient en patrouille en permanence pour pouvoir être capable de les intercepter. Et après, évidemment, le navire, il a un canon, il a ce qu'il faut si jamais il se rapproche trop. Mais l'objectif, c'est qu'il reste suffisamment loin pour les détruire avant qu'ils soient à portée de tirer leurs roquettes ou leurs missiles. À côté, vous avez des missiles de croisière qui sont tirés depuis les arrières. Et troisième chose, vous avez des missiles balistiques qui sont lancés. Les missiles balistiques qui sont lancés potentiellement d'encore plus loin. Le navire, c'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure dans les photos satellites qui faisaient des évasives. L'objectif, c'est de pouvoir éviter la zone dans laquelle ça va retomber. Et au dehors de tout ça, vous avez potentiellement les drones. Donc là, c'est les Shahed, etc. Le problème des Shahed, c'est qu'a priori, contrairement aux versions iraniennes, ils ne sont pas pilotés jusqu'à l'impact, donc a priori, à partir du moment où le navire se déplace, ça ne va pas tomber dessus. Et est-ce que c'est, est-ce que c'est une vraie capacité de nuisance ? Parce que certains disent, attention, on se fait bourrer le mou par la propagande iranienne. En réalité, c'est des piqûres de moustiques, ça n'a pas d'importance. Il faut quand même. En tout cas, la preuve est, comme vous citez cet expert américain, c'est que ce détournement de la trajectoire d'un porte-avions américain, même si finalement ça a pris quelques jours de plus et il est arrivé à bon port, c'est tout un symbole, disait-il,
utile parce que ça veut dire qu'avec des armes asymétriques, des puissances régionales peu fréquentables arrivent à avoir un certain impact, alors à mesurer cet impact, mais un certain impact sur une puissance pareille. Moi, ce que je me demandais, amiral, si vous permettez, c'est qu'aujourd'hui, si les Américains étaient sérieux et voulaient vraiment assurer une ouverture, alors moi je ne crois pas que ceux qui sortiront, si les 1000 bateaux sortent, il y en a d'autres qui vont rentrer. À mon avis, les 1000 sortiront, ils vont dire voilà, c'était une expérience dans ma vie. Ah oui, bonne année. Mes enfants, bonjour chez vous, et ce sera terminé. Et les Lloyds à Londres, ils vont pas bouger le bout du doigt. Je parle sous votre contrôle, Samantha. Par contre, ma question, militairement, est-ce que vous pensez que oui ou non, s'ils voulaient vraiment que ça se passe vite et bien, cette opération de Freedom Project, n'aurait-il pas dû bombarder tout autour, aplatir tout ce qui est sur les côtes iraniennes pour empêcher justement ces menaces asymétriques que sont les drones et les missiles lancés de là-bas. Non, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il faut traiter l'ennemi là où il se trouve, c'est-à-dire qu'il faut, comme le rappelait Xavier Titelman à l'instant, c'est détruire ces vedettes à partir du moment où elles sortent des endroits où elles sont cachées, et puis détruire les lanceurs de missiles quand on les trouve, etc. Donc ça, effectivement, apparemment, pour le moment, les Américains, et le président Trump l'a dit, ils respectent le cessez-le-feu qu'ils ont conclu avec les Iraniens, ils n'ont pas été tapés là-bas. Ils attendent que ces moyens arrivent vers eux. Donc c'est un choix politique, c'est pas un choix militaire. Le choix militaire, c'est effectivement de supprimer toutes les menaces qui peuvent être sur la côte nord du non, c'est la posture. Simplement sur le transit du porte-avions Bush, le porte-avions Bush, il est quand même passé pas loin d'un pays qui intéresse beaucoup les Américains en ce moment, c'est l'Afrique du Sud. Le fait qu'il soit passé par Bonne-Espérance permettait de rappeler aux Sud-Africains que les Américains, ils ont encore quelques gros bâtons et que c'était pas forcément totalement anecdotique de passer par là et de remonter tout le long de la côte africaine, surtout il s'est passé pas mal de choses en Afrique ces derniers temps dont on n'a pas parlé, mais c'est pas mal non plus de rappeler à tous les pays qui sont là que la puissance américaine existe encore. Ils ont fait passer le Gerald Ford par la mer Rouge. Oui, le Gerald Ford a fait l'aller-retour en Méditerranée. Il passe par le canal et il passe par la mer Rouge. Donc il y a aussi cette préoccupation derrière. Et ça, c'est absolument certain. Arrêtons-nous sur les moyens des Iraniens, puisque vous dites qu'ils ont tué, Xavier Titelman, des missiles balistiques. Oui. Et il y a des vedettes. Regardez les images. 85 vedettes sur 22 km. L'Iran arrive à mener un certain nombre de raids qu'on voit ici sur l'image. Là, on a l'image satellite. On est au sud, au sud ou au nord de l'île de Keshm. Et on voit là que ce convoi de navettes qui s'étend quand même sur 25 km. Et c'est l'étonnement dont vous parliez tout à l'heure. Comment se fait-il que les Américains n'arrivent pas à les détruire plus vite ? On est sûr que ce sont toutes des vedettes ou il y a des bâtiments de pêche ? Vous croyez qu'il y a des bâtiments de pêche parmi eux ? En fait, il y a des. Il faut bien nourrir la population maintenant. Alors, il y a des journalistes du Daily Telegraph, un quotidien britannique, qui sont allés justement dans le détroit d'Ormuz sur un petit bateau et qui ont vu de près toutes ces petites vedettes. Alors, il y a des bateaux de pêche, il y a des bateaux, des bateaux qui posent des mines déguisées en bateaux de pêche, il y a des vedettes avec des drones et des vedettes armées, il y a de tout, et il a décrit qu'il y en avait des centaines, ils étaient entourés, et qu'en fait plutôt les Iraniens dessus étaient plutôt sympas, leur souriaient, qu'ils avaient le soutien des populations des deux côtés de la rive, y compris du côté de Oman, parce que beaucoup de ces personnes font beaucoup de commerce de pétrole illégal. Pourquoi est-ce que tout ce pétrole n'est pas en train de stagner dans les pluies ? Parce qu'il y a aussi un commerce illégal. Ce que vous décrivez est vertigineux. Si effectivement c'est un désordre pareil là-dedans... Ce qui a été décrit. Non, mais les Américains sont en posture défensive, on le dit encore une fois, ils ne tirent que sur les vedettes qui attaquent. Maintenant, s'ils passaient en posture offensive, ils diraient ok, mais maintenant tout ça c'est interdit et tout ce qui flotte sera détruit. Ils en verront effectivement. Alors là, pour l'instant, les deux destroyers, ils ont chacun 2 hélicoptères, donc ils sont également en permanence et qui peuvent assurer relativement facilement la défense contre ces vedettes. Mais s'ils décidaient de nettoyer complètement la côte, là oui, on engagerait beaucoup de moyens et tout ce qui flotte là, tout ça serait interdit incontestablement. Or ces moyens ils sont là parce que les Américains les ont amenés. Laisse passer, et on peut imaginer, vraiment je
pas un spécialiste, mais quand on voit ces images, on se dit c'est peut-être plus facile de dégommer ces bateaux comme ça parce qu'on les voit que des sites de missiles qui sont protégés, invisibles, camouflés. Je pense que le danger principal, ce sont les missiles anti-navires. Et c'est peut-être pour ça que justement, ils ne dégomment pas, comme vous dites, tous les bateaux qui sont là, parce qu'ils savent que la riposte risque d'être forte. Et l'image d'un navire de guerre américain, que ce soit une frégate, que ce soit un destroyer ou encore pire un porte-avions qui serait touché par un missile iranien, ce serait catastrophique pour l'image des États-Unis. Pour l'instant, il n'y en a pas eu du tout, on est d'accord. Bah non. Parce que depuis le début de la guerre, on dit pourrait, devrait, etc. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. On sent qu'ils n'ont pas envie de provoquer. Oui, certains en rêvent. Certains, on ne sait pas s'ils le prédisent ou s'ils en rêvent. Parfois, comment ? Ou s'ils le souhaitent. C'est un peu ambigu parfois. Non, mais il y a déjà eu des escorteurs américains, d'ailleurs de la même série, qui ont été touchés par des mines dans la guerre d'avant, dans la guerre des pétroliers dont on parlait. Bon, d'accord, c'est des bateaux de guerre, ils sont en zone de guerre, ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est pas... Écoutez, prêtez attention à ce que dit Trump, parce que Trump, Trump est aigre-doux sur cette histoire de navette, ça l'embête quand même un petit peu, mais enfin, il essaye de s'en moquer. Il compare ça à des lances petits pois ou à des lances graines. Ils tirent depuis des vedettes avec des lance-graines. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de bateaux. Leur marine est composée de vedettes rapides. Tellement rapides qu'ils en ont sorti 8 et elles ont disparu. Pas aussi rapides qu'un missile finalement. Voilà, le petit extrait est très révélateur. Il plaisante, mais enfin, ça l'embête un peu quand même. Il plaisante d'ailleurs devant des enfants mineurs. Il parle de mort et de guerre devant des mineurs. C'est assez. Au départ, c'était des joueurs de golf qui félicitaient. Oui, donc, mais comme il mélange toujours tout, voilà. Donc il est assis comme un Don Trump avec tout le monde autour de lui, au lieu d'être face aux gens. Et donc des petits, et il parle de mort et de tuer. En fait, évidemment, il parle de ses vedettes sur ce ton un peu il plaisante, mais en réalité, et je suis sûre que des experts américains savent ça, je revoyais il n'y a pas longtemps une vidéo de Hossein Salameh qui était l'ancien gardien des révolutions, publiée par Armin Arifi et qui disait nous devons, c'était dans les années 90, nous allons faire face un jour aux États-Unis, et il enseignait au passe-d'Aran ceci, la guerre asymétrique. Monsieur Trump dit ils n'ont plus de marine, c'est pour ça qu'ils utilisent ça. Non, ces petites vedettes, c'est leur marine. Ils n'ont jamais eu autre chose d'important que ça. Et qui disait, nous devons nous appuyer un jour dans notre conflit contre les États-Unis, leur faire du mal, faire durer le conflit, leur infliger un maximum de pertes au niveau économique et utiliser des outils asymétriques. Et ça date d'il y a 36 ans. Quels seront maintenant les buts de guerre ? Regardez, puisqu'on comprend bien, je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, que ce soir les États-Unis disent c'est une nouvelle étape qui s'ouvre, et essentiellement l'opération de libération du détroit, mais les Israéliens notamment voient les choses sur un jour un peu différent, c'est CNN qui le révèle. Israël coordonne ses efforts avec les USA face à l'escalade des tensions. Cette coordination inclut la préparation d'une nouvelle série de bombardements contre l'Iran qui ciblerait les infrastructures énergétiques. Et, c'est le point important ici, l'élimination de hauts responsables iraniens. La plupart de ces plans étaient déjà prêts et finalisés à être exécutés à la veille du cessez-le-feu début avril. Xavier Titelman, en réalité, le cessez-le-feu s'est arrêté et c'est comme si, en tout cas pour les Israéliens, on reprenait exactement là où on était resté. Eux, ils l'ont dit depuis le début, ils veulent aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'effondrement du régime iranien. Comment on fait s'effondrer le régime ? Soit c'est en coupant toutes les têtes. Le problème, c'est évidemment que les Iraniens sont organisés de telle manière qu'il y a toujours des couches les unes en dessous des autres et qu'il y a toujours des têtes qui repoussent. Et nous, je rappelle quand même, on a passé des décennies dans le Sahel et tous les mois, on tuait le chef et il y avait toujours un chef à la fin. Donc c'est à peu près là. Et là, c'est un État, c'est un grand État de 90 millions de personnes. C'est quand même pas une bande dans le Sahel. C'est décentralisé et il y a plein d'autres têtes. L'autre possibilité, c'est que le pays s'effondre par l'économie. Ça paraît utopique parce qu'on voit des pays qui souffrent beaucoup plus, comme la Corée du Nord. Ils ont beau avoir encore moins de moyens, encore moins d'argent, encore moins d'économie, etc. Eh bien, ils sont toujours là, malheureusement, et avec un programme balistique et un programme nucléaire. Alors, regardez la galerie des portraits. S'ils veulent chercher à tuer, évidemment, ils avaient tué Khamenei dès le premier jour, le 28 février, au matin. Maintenant, il y a les survivants. Alors, Mojtaba Khamenei, on ne sait pas très bien dans quel état il est. Vous avez des informations ? Non, ce qu'on dit, les différents articles s'appuyant sur des sources locales de qualité, eh bien, qu'il aurait été blessé, qu'il serait soigné d'ailleurs notamment par le président Nasser Pezeshkian, qui est
qui est médecin, qui est chirurgien, qu'il doit subir une greffe apparemment, qu'il a été brûlé au niveau du visage et que par conséquent il ne peut pas encore apparaître ni même parler ou envoyer des messages audio pour parler à la population. Mais pour parler de cette Ahmad Vahidi, on le présente comme un dur, c'est le cas. Enfin, ils sont tous durs évidemment, mais spécialement durs. Oui, bien sûr. Alors la hit list là qu'on voit avec chaque personnage, donc les hommes à abattre, ceux qui sont vraiment les durs, et si jamais Israël ou les États-Unis mettaient en exécution leurs menaces, ce serait d'abord les deux premiers à gauche, à savoir Mujtaba Khamenei, qui est le successeur de son père, et donc l'actuel guide suprême, on met entre guillemets actuel parce qu'on n'a pas de preuve qu'il soit vraiment vivant, même si plusieurs sources l'affirment. Quant à Ahmad Vahidi, qui est le chef des Pasdaran, des gardiens de la révolution islamique, eh bien évidemment que c'est un dur de dur. Et les trois autres, ce sont ceux qui d'ailleurs qu'on voit se promener parfois même dans les rues de Téhéran et qui ne sont pas visés ni par le Mossad ni par les Américains. Alors, et qui ont été les négociateurs aux dernières question militaire, hein. Michel, Xavier, amiral, et aussi à vous, Xavier Thévenin, quand on voit les bombardements qui avaient eu lieu le premier jour, je crois que c'était 8h du matin, quelque chose comme ça, heure locale, c'est ça, quand ils ont, d'un premier bombardement, tué Khamenei, je crois son épouse, si ma mémoire est bonne, une grande partie de sa famille. Voilà. Techniquement, est-ce que les Israéliens n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour tuer de la même façon le second rang des dirigeants? C'est un peu compliqué. Il faudrait rajouter, je pense, comment s'appelle, Zolgader. Qui est Mohamed, qui a remplacé Larijani comme chef du Conseil de sécurité et qui est lui aussi un dur de dur et qui était au passage un des fondateurs du Hezbollah, des créateurs et un des cerveaux des attaques des années 80 contre les Français. Et qui est actuellement donc chef du Conseil de sécurité. Alors dites le fond de votre pensée, s'il était tué. J'en serais très heureux, mais globalement les autres aussi. Mais le problème, c'est que... Vous seriez heureux s'il serait tué, oui. S'il était tué, pour vous, l'aspect, disons, de revanche légitime. Mais bien sûr, parce que c'est un salopard. Mais voilà, mais même tous ceux qui sont là, ça va pas beaucoup m'émouvoir. Le problème étant, c'est que pour reprendre à votre question, ce sera quand même peut-être un peu difficile d'avoir une réunion d'un seul coup, une réunion des 6 là qui se disent tiens, si on faisait si on allait boire le thé, donc je pense que là ils vont prendre un peu de précaution. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils peuvent vraiment aujourd'hui se cacher? On a vu certaines manifestations où ils sortent par moment. Mais c'est ce qu'on disait. Pardon. Mais dans la foule, est-ce qu'on va cibler dans la foule quand ils sont présents? C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut être capable de les suivre, il faut les infiltrer. On sait que les Israéliens sont très bons dans le domaine, mais à ce moment-là, derrière, on sait qu'ils vont jamais être réunis tous en même temps. La grande force au début, c'était l'effet surprise, le faire 2 jours, et les Américains, ils ont utilisé énormément de missiles de croisière Tomahawk, en tirant de très très loin, d'une vitesse importante. Là, ils pourront pas faire exactement la même chose. Évidemment, ils peuvent coordonner des attaques, faire décoller 500 avions, des bombardiers, etc., pour taper un petit peu partout. Mais en l'occurrence, quand ils se sont maintenant fondus dans la population, vous aurez forcément d'autres histoires, comme le collège de jeunes filles du début de la guerre. Ça va être ça l'objectif des Iraniens. Maintenant, ils sont cachés sous les hôpitaux. Un mot sur le principe. Est-ce que c'est de bonne politique ou non? Parce qu'on voit bien... Ils ont tué les Israéliens. Tout à l'heure sur ce plateau, Alain Boer disait c'est quand même très rare dans l'histoire qu'on ait décapité de cette façon-là un régime qu'on approuve ou non, comme vous le dites, on peut juger, etc. Mais disons du point de vue, est-ce que c'est de bonne politique d'après vous? Non, mais c'est jamais arrivé. Non. C'est jamais arrivé. Mais non, non. On n'a jamais détruit, on n'a jamais fait s'effondrer un régime à bombe. Mais le fait de tuer le président, le vice-président, etc., tous les ministres... Autant de personnalités d'un coup, non, ça c'est jamais arrivé. Est-ce que c'est de bonne politique? D'abord, sur le principe, alors sur l'efficacité on va en parler, mais sur le principe, est-ce que ça vous gêne ou ça vous paraît normal? Moi, vous connaissez mon point de vue sur la peine de mort, que je suis contre les exécutions sommaires comme ça, mais on va essayer d'aller regarder de façon un peu plus large, c'est quel est l'objectif politique. Non, mais sur le principe d'abord, c'est quand même important le principe, on le fait ou on le fait pas. Vous voulez, alors on va être très machiavélien, la fin peut justifier les moyens. Dans le cas iranien, est-ce que la fin justifie? Il y a d'autres pays, d'après vous, on pourrait comme ça tuer les dirigeants, ce serait utile?
il y aura la Corée du Nord, il faudrait voir ce qui se passerait, mais il faut savoir est-ce que ce serait l'effondrement du régime. Et il faut regarder. Il y a une question de principe. Non, mais c'est important. On ne peut pas négliger. On ne peut pas tuer comme ça des dirigeants sans dire c'est une question de principe. Oui, on est pour ou contre, mais non, une question moi, de principe. Je suis contre, vous êtes contre. Le fait de tuer un dirigeant juste comme ça. Très clair. Et vous? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir des dictateurs en moins. Je pense aux dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées en début d'année parce qu'elles manifestaient contre le régime. Je pense au prix Nobel de la paix Narges Mohammadi qui est entre la vie et la mort parce qu'elle est dans les geôles iraniennes. Tout ça parce qu'elle a protesté contre le régime. Bon, évidemment, si on érige ça en mode de gouvernance mondiale, je conviens que ce serait un peu compliqué. Mais là, l'Iran qui est quand même, je trouve, le régime abominable chimiquement pur, qu'on en dézingue 2 ou 3, moi ça me choque pas. Hier sur ce plateau, le représentant, l'ancien officier militaire israélien, Jérusalem, disait selon comment ils évoluent, par exemple, des dirigeants turcs ou qataris pourraient tuer de cette façon-là. Oui, je l'ai entendu. En réalité, ce qui est intéressant, sans devoir prendre position pour ou contre, surtout pour un journaliste, mais ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été traités, les mollahs, et le régime des mollahs, comme ils ont toujours agi, c'est-à-dire par liquidation. Ils ont fait de la politique par liquidation. Ils ont tué des Français à Beyrouth. Ils ont été frappés, la Ligue juive à Buenos Aires. Ils ont liquidé 30 politiciens au Liban. Ils ont failli liquider une femme, une journaliste, une collègue, une consoeur à moi. Donc ils ont été traités exactement comme ils ont vécu. Et ils ont été éliminés, pour une partie en tout cas de la direction de cet État, comme si ce n'était pas un État, mais une mafia. Et ça, c'est vraiment intéressant. La deuxième chose, et c'est plutôt une question qu'une remarque, c'est si vraiment ils ont envie de faire tomber le régime et de sauver le peuple, et qu'ils savent où est cette troisième vague de dirigeants, pourquoi Israël et les Américains ne les frappent-ils pas? Alain Boer disait, ils sont en train de tuer, ils ont tué déjà les échelons inférieurs, beaucoup d'officiers, des gardiens de la Révolution, et ils peuvent reprendre cette politique-là. Marchera-t-elle de leur point de vue? Xavier Titelman. Mais en fait, effectivement, je suis d'accord, il y a une question d'équilibre. Si on est face à un État qui respecte le droit, à la limite qu'il fasse des saletés à l'intérieur, malheureusement, parfois c'est pas notre rôle. Mais on est sur un pays qui a commis des milliers d'assassinats ciblés à l'étranger, sur le sol français, dans tous les pays. En fait, l'opposition iranienne se fait massacrer chez nous. Donc, de quel droit est-ce qu'ils viendraient massacrer les gens chez nous? En France, à Paris, des otages, à Beyrouth. Parce que nous, on n'est pas comme eux. Nous, on ne va pas se comporter comme des terroristes. Continue à respecter le droit. Il y a eu les procès de Nuremberg qui ont créé un précédent. Parce que en 1945, les Américains, les Alliés, se posaient la question, est-ce qu'on va juste fusiller tous les dirigeants nazis ou est-ce qu'on va leur donner, est-ce qu'on va leur faire un procès? Et bien la décision a été de leur faire un procès, à la suite de quoi ils ont été exécutés, enfin certains ont été exécutés parce qu'on s'est dit on n'a pas fait toute cette guerre, on n'a pas perdu tous ces hommes, 50 millions on n'a pas souffert, on n'a pas perdu des millions d'Européens pour se comporter comme ceux que nous venons de détruire. Avec par parenthèse, Samantha, rappelons-le, parmi les procureurs et les juges des soviétiques qui eux-mêmes avaient commis certains crimes. Mais bien sûr, mais on va mettre les soviétiques de côté, si vous me permettez. C'est le principe, on ne s'est pas battu pour devenir comme eux. Oui, mais si on fait ça, eh bien c'est eux qui auront gagné. Oui, sauf que pour en arriver là, il y a eu 40 millions de morts. Donc en tout cas 20 millions de morts soviétiques et donc dans le monde idéal, effectivement, c'est mieux si on arrive à traîner les dirigeants sanguinaires devant le tribunal. Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher, ces chefs iraniens? Peut-être que le moyen, même si pour l'instant je reconnais que c'est pas vraiment couronné de succès, c'est d'essayer d'en éliminer quelques-uns pour pouvoir mettre le régime en difficulté, arrêter les autres et les juger. Mais qui a raison? Pardon, juste une question. La France fait tout à fait autrement. Je rappelle qu'aujourd'hui, le président de la République a parlé avec Pezeshkian. La France a une autre politique. Elle traite avec eux. Or, on ne peut pas traiter et tuer. Il y a qu'à un moment donné, il faut choisir. Qui a raison? C'est la France ou c'est les États-Unis? Non, mais qui a raison? En fait, c'est pas ça, c'est du cas par cas. Vous qui êtes un souverainiste français, mon cher Xavier. La France. Comment? Non, mais évidemment, la position française, elle est juste. Donc, il faut traiter avec eux. Il faut traiter avec eux. Traiter avec les dirigeants iraniens?
Et en l'occurrence, pour ceux qui vont être survivants, il faut traiter avec eux et obtenir qu'un jour ils passent devant la Cour internationale de justice et qu'à ce moment-là ils soient pendus, exécutés, fusillés, je sais pas, ou mis en prison à vie comme l'a été les dirigeants serbes. Et à partir du moment où les Américains ont fait l'erreur de commencer, on a quand même coincé. Il faut qu'ils y arrivent. Mort en prison, que je sache. Il fallait pas commencer, mais maintenant qu'ils ont commencé dans cette voie, il faut que ce soit un succès. Moi, je dis non, mais je pense que. D'abord, juste un truc. Si les Alliés avaient pu tuer tous les dirigeants nazis pendant la guerre, ils l'auraient fait. Ils l'ont fait pour Heydrich, mais c'est à peu près le seul. Parce que techniquement, ils n'avaient pas les moyens. Oui, mais sinon, Heydrich, c'est pas les Alliés. Dans un système. C'est ça la question que je pose. C'est que si on tuait quelques dirigeants iraniens, est-ce que ça ferait que le régime s'effondre? Ah oui, non, le régime s'effondre. Là, je suis complètement d'accord. Mais pourquoi pas avoir une double tactique, c'est que armer, d'abord identifier une opposition qui puisse être armée, qui puisse agir à l'intérieur du pays, et puis les aider aussi en se débarrassant des dirigeants. Les quelques précédents, est-ce que vous y êtes favorable? Saddam Hussein a été pendu. Non, moi j'étais pas favorable. Pas favorable. Kadhafi a été tué par une foule avec un appui, lynché avec un certain appui, disons, étranger, si on veut. Oui, une main invisible, on va dire. Et il a été tué par des Libyens. Il a été tué par des Libyens. Oui. Il a été tué par les ennemis libyens. En temps de guerre, on les a aidés, bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais en temps de guerre, je veux dire, en temps de guerre, il est légitime de tuer des dirigeants. Écoutez, Trump qui s'exprime avec une désinhibition totale. Alors lui, évidemment, ce débat, il le prend avec une certaine légèreté en disant, de toute façon, on ne sait même pas comment ils s'appellent tous ces dirigeants. Écoutez, ils s'appellent tous on ne sait pas du tout avec qui on parle et c'est un problème. On nous dit, c'est Mohamed Intel. Alors je demande, êtes-vous le dirigeant? Nous cherchons un dirigeant. C'est le seul pays au monde où personne ne veut être dirigeant. Il demande, quelqu'un veut être président? Et personne ne répond. C'est désinhibition totale, amiral. J'ai rien à dire. Pour une fois qu'il est drôle. Pour une fois que c'est drôle, faut en profiter quand même. Non, mais c'est vrai qu'on est gêné de rire parce qu'effectivement, c'est quand même une situation tragique. C'est une guerre. Il y a en Iran une population qui souffre énormément. Mais sur le fond, derrière ces plaisanteries de mauvais goût, il y a peut-être une forme de succès américain, c'est que aujourd'hui il n'y a plus vraiment de personnes qui puissent incarner le régime, puisque Sophia Amaral disait le guide suprême apparemment il n'est pas en très bon état, donc et les autres ils se font discrets aussi. Tradition américaine. Rappelez comment les Américains ont renversé au Chili en 73, c'était comment ça s'appelait Allende, considérant qu'Allende était un fourrier du communisme, était un relais de communisme. On a vu avec quoi ils l'ont remplacé, parce que ils l'ont remplacé par Pinochet, c'est ça. C'est la vieille tradition. Il était moins communiste, Pinochet. C'était moins de ses points forts. Tous les étudiants qui ont été tués par Pinochet, ils n'ont pas vraiment célébré la mort de Salvador. Non, mais disons une chose, pardon. Au Quai d'Orsay, Samantha Benner. Au Quai d'Orsay, une grande partie du Quai d'Orsay, on considère que tout ça ne se fait pas. Bien sûr qu'il y a plein de dictateurs, Xi Jinping est un dictateur, etc. Mais on ne peut pas tuer comme ça tous les dirigeants qui ne vous conviennent pas. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut négocier avec eux ou si on veut détruire le régime. Ça veut dire, pardon, que la France fait une erreur en négociant avec eux pour eux? Non, pas forcément. Non. Pas forcément. On peut pas tuer et négocier en même temps. Et encore une fois, vous le savez très bien, moi je suis pour la destruction de ce régime, je suis pour aider la révolution sur place. On est déjà, ce pays, et avant même cette guerre, ce pays était déjà en guerre civile. Et voilà. Arrêtons-nous un instant au tournant de la soirée. Ce sont les déclarations de Marco Rubio. Vous êtes avec nous, Sonia Dridi. Très importante déclaration qui marque une nouvelle étape dans cette guerre. Expliquez-nous pourquoi. Oui, en tout cas, c'est le message que veut faire passer cette administration. L'opération Epic Fury est terminée. C'est ce qu'a affirmé plusieurs fois le secrétaire d'État lors de son point presse ici à la Maison-Blanche. Il a également dit que désormais c'était place au projet Liberté avec ces navires de guerre américains qui sont là dans le détroit d'Ormuz pour guider les navires commerciaux. Marco Rubio qui a insisté sur le fait que c'était une opération pour libérer également les milliers de marins qui étaient bloqués dans ce détroit d'Ormuz. Il a assuré que déjà 10 civils marins étaient morts dans le détroit d'Ormuz à cause de ce blocage, et il a assuré que c'était une opération défensive, que les Américains n'allaient pas tirer si les Américains n'avaient pas tiré, si les Iraniens n'ouvraient pas le feu. Alors un peu plus tôt, Donald Trump dans le bureau ovale a insisté sur le fait que selon lui les Iraniens voulaient absolument un accord
accord. Il assure, il joue un jeu, mais ils veulent un accord. En même temps, selon Axios, qui a parlé à des responsables américains et iraniens, il pourrait relancer les hostilités d'ici la fin de la semaine s'il voit qu'il y a toujours cette impasse et qu'il n'obtient aucune victoire sur le plan diplomatique. Merci beaucoup Sonia Dridi. Et regardez, à l'instant, c'est très intéressant de voir comment les États-Unis communiquent sur la suite des opérations dans des moments où on parle d'une reprise des bombardements à l'intérieur de l'Iran. Aidez-nous très rapidement sur ce plateau à commenter ces images-là. Elles viennent d'être publiées par le commandement central américain d'un certain nombre de moyens militaires qui semblent illustrer ce qu'ils peuvent en tout cas utiliser. Xavier Titelman. Celui qu'on voit à l'écran, c'est le F-35B, donc décollage vertical. On voyait l'entrée d'air supérieure. C'est l'avion qui est utilisé par les Marines pour faire du bombardement. Là, c'est les Sea Hawk, donc c'est tout l'armada américaine traditionnelle. Il n'y a rien réellement de nouveau ici. Les avions de transport stratégique qui vont amener du matériel lourd pour alimenter. Quel est le cockpit? Là, on a vu un cockpit qui passe. Alors, je sais pas si c'est un C-17 ou un C-5, mais a priori, c'était un avion de transport stratégique parce qu'on voyait au milieu le nombre de moteurs. Là, c'est les frégates Harley Burke. Voilà. C'est l'armada qui est présente dans la zone depuis le début. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais ce message est très fort. Hein. On vit le moment exact où le secrétaire d'État Rubio dit, et sans doute un peu pour entourlouper le Congrès, hein, on a passé une partie du film, mais c'est fini. C'est pas si fini que ça quand on voit ces images-là. Oui, effectivement, et c'est vrai que ces images en elles-mêmes, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des gros plans sur des F-35, il n'y a pas spécialement d'images. Alors c'est peut-être pour des raisons de sécurité. On voit pas on voit pas beaucoup d'hommes et de femmes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? On voit pas beaucoup d'hommes et de femmes. Oui, absolument. Beaucoup de machines. Ouais. Et donc l'idée, c'est de dire probablement aux Iraniens, regardez, on est là, on est prêt, mais sans que ça dise vraiment quelque chose de concrètement. Est-ce qu'il y a une montée en puissance dans le degré d'engagement militaire américain ? Écoutez, on a les images et on a les paroles. Écoutez, Dan Kane, le chef d'état-major américain, qui dit: nous sommes prêts à reprendre le combat. Oui, parce que le gros bâton est là. Au-delà du projet Liberté, le CENTCOM et le reste de la force interarmée demeurent prêts à reprendre des opérations de combat majeures contre l'Iran si l'ordre leur en est donné. Aucun adversaire ne doit confondre notre retenue actuelle avec un manque de détermination. Voilà, quels sont les moyens exactement? Entrons un peu dans la technique militaire, notamment avec vous, amiral Xavier, et vous et bien sûr, oui. Et vous êtes infanterie de marine, c'est ça? Oui. Quel grade vous aviez? Je suis colonel. Mais vous n'avez pas commencé colonel, d'abord vous étiez quoi? J'ai commencé sergent, j'ai commencé chef de groupe de combat. Voilà. Et voilà, je dois être un des seuls anciens sous-officiers qui est sur ces plateaux. Moi, je suis second maître, moi. Voilà. Donc il faut qu'il ramène un peu sa fraise, David Titelman. Eh bien, aidez-nous, amiral, second maître, sergent devenu colonel. Aidez-nous à comprendre ces images en particulier. Là, on est sur l'USS Tripoli, et c'est un de ces navires. Il y en a beaucoup maintenant. Beaucoup de ces. Qu'est-ce que c'est l'USS Tripoli? Un porte-hélicoptère, c'est ça? Porte-hélicoptère. Ouais. Et aidez-nous à comprendre le sens des images, parce que le CENTCOM, évidemment, choisit exactement les images qu'il distribue. Si vous voulez, le paradoxe, c'est qu'il y a plus de moyens maintenant qu'au début de l'opération Epic Fury. L'opération Epic Fury se termine alors que les nouveaux moyens arrivent. Et donc là, effectivement, maintenant, ils ont 3 groupes aéronavals. Donc ça, c'est une capacité de frappe à partir des 3 porte-avions, plus tous les destroyers qui sont autour avec leur capacité de frappe, capacité de défense aussi, antimissile en particulier. Donc ça, c'est la force de frappe et c'est le gros bouclier. Ils ont 2 groupes d'assaut amphibies avec 2 unités de Marines dessus. Donc là, c'est des capacités très polyvalentes aussi notamment d'assaut sur la côte, d'assaut sur les littoraux, mais c'est eux aussi qui participent au blocus, au contre-blocus, aux arraisonnements, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des moyens à terre qui ont été déployés, des capacités d'attaque air-sol, les avions A-10, les hélicoptères d'attaque, donc ça c'est plutôt pour attaquer éventuellement la côte, toute la zone, plus une brigade aéroportée qui est peut-être au Koweït, et des forces spéciales, des Rangers, etc., qui sont capables de mener les assauts. Donc ils ont élargi, si vous voulez, le panel de leurs capacités par rapport au tout début de l'opération. Cet Osprey ramasse tout ça, hein. C'est comme dans La Fontaine, l'oiseau-souris de la chauve-souris, c'est tout à la fois, et comme vous le soulignez, c'est aussi pour des opérations, pour amener des hommes éventuellement. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats. Ah, magnifique. Wow. La Fontaine, c'est pas moi. Hein. C'est très joli. Donc c'est un convertible, c'est-à-dire que c'est un gros hélicoptère qui a pour particularité de pouvoir avoir ses hélices qui vont s'orienter pour être à l'horizontale.
Comme il a une double, vous voyez le double 10, il peut transporter beaucoup plus de charge utile qu'un hélicoptère traditionnel, tout en pouvant se poser à la verticale. Et comme il peut voler à l'horizontale, il va voler beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en consommant moins de carburant. Donc potentiellement pour faire des raids aéroportés dans la très grande profondeur, c'est lui qui peut être utilisé. C'est un cheval de trait pour faire de la logistique, etc. Mais potentiellement, si on ne peut pas avoir de ravitaillement, on peut aller plus loin avec ce type d'aéronef. S'il faut déposer du monde au sol et emporter des tonnes de charge, c'est plutôt avec ce type d'appareil qu'on va le faire plutôt qu'avec des hélicoptères traditionnels. Amiral, faisons une mise en situation. Si vous dirigiez la flotte de la flotte américaine, vous êtes vous-même ancien commandant des forces maritimes françaises dans le Pacifique. Est-ce que vous diriez au président des États-Unis, qu'est-ce que vous lui diriez, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je pense que c'est ce que lui a dit son chef d'état-major des armées, c'est-à-dire il l'a dit, il y a plusieurs options, on les a évoquées déjà assez fréquemment, c'est en particulier la première des options, c'est effectivement d'aller détruire les moyens iraniens qui se trouvent sur la côte iranienne et qui menacent directement le détroit d'Ormuz. Ça, c'est une première possibilité. Ça, c'est du bombardement avec quoi ? B-52 Non, pas forcément. Ça peut être très sélectif, ça peut être avec des hélicoptères. On a toute la panoplie, puisqu'en face, ils ont quand même des moyens extrêmement variés. Donc, il y a un catalogue qu'on vient de voir, d'ailleurs, qui permet de s'en prendre à ces moyens-là. Et alors, l'option la plus dure, c'est la reprise des hostilités de grande envergure. Là, on va effectivement aller taper l'ensemble de l'Iran, comme ils l'ont déjà fait. Ce qu'ils peuvent faire, c'est répondre aux Iraniens en allant attaquer par exemple les nouveaux moyens logistiques qui ont été mis en place, c'est-à-dire qu'on sait que les Iraniens utilisent la mer Caspienne pour faire passer du pétrole vers la Russie, qu'ils utilisent le chemin de fer et les routes pour exporter du pétrole vers la Chine. Enfin, ils utilisent les frontières terrestres aujourd'hui, les Iraniens, pour évacuer tout ce qu'ils peuvent de leur pétrole. Donc ça serait un objectif logistique, c'est-à-dire que pour les planificateurs américains, il s'agirait de couper toutes ces voies-là qui asphyxieraient complètement l'Iran. Et là, on précipite la crise politique qui est déjà... Aujourd'hui, il y a les deux monnaies les plus dévalorisées dans le monde, c'est précisément la monnaie iranienne et juste en dessous, c'est la monnaie libanaise. Et on sait pourquoi. Donc, donc il n'y a pas besoin de pousser beaucoup pour que ce soit la faillite complète de... Donc, ils ont tout. Si je comprends bien, tout l'arsenal, là, ils ont vraiment tout. La version la moins agressive, c'est de faire les opérations qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire on n'est pas du tout agressif, on se contente de répondre à la menace et pour ça on a tout ce qu'il faut pour ça en stock, si j'ose dire. Mais actuellement ils n'ont plus que 2 groupes de porte-avions puisque le Ford, aux dernières nouvelles, il est quand même complètement maintenant en Méditerranée centrale, donc il est en train de rentrer à la maison. Mais après, il y a le côté politique. Il faut quand même rappeler que dans une dizaine de jours, même un peu moins, Trump va rencontrer Xi Jinping à Pékin. Si Trump commence à bombarder l'Iran avant cette réunion risque de ne pas avoir lieu ou alors d'être complètement dominé par la guerre en Iran. Trump a eu une conversation téléphonique avec Poutine la semaine prochaine. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit. Poutine a proposé d'aider Trump à régler la question iranienne. Trump lui a répondu règle ta guerre en Ukraine d'abord. Mais Trump a des contraintes politiques, sans parler de contraintes politiques internes. Et on sent qu'il n'a pas envie de recommencer les bombardements massifs. Mais en même temps, il veut montrer aux Iraniens qu'il est sérieux, qu'il est capable d'agir, et que là, son objectif semble vraiment être de sécuriser. Et regardez effectivement de quelle façon ils se défient mutuellement. Dernier clip qui est publié cette fois par les Iraniens sur la fameuse expression des cartes en main que Trump affectionne particulièrement. Réponse des Iraniens. Voilà, c'est Galibaf, le président de leur Parlement, face au président des États-Unis. Xavier Titelman ? Non, après, toujours sur le côté propagande, ils sont très forts, faut le reconnaître, c'est très bon. Ça me gêne qu'ils soient aussi bons parce que c'est pas à l'image de ce qu'on sait de ce pays dont on a répété plusieurs fois.
Après, évidemment, ça reste de la propagande. Donc, en l'occurrence, les Américains ont toujours une capacité de frappe massive sur la zone. Les Iraniens, effectivement, si demain ils commencent à attaquer les usines de dessalement, etc., ça va être très compliqué. Mais entre-temps, il ne faut pas oublier que notamment les Ukrainiens, ils ont maintenant 270 hommes sur le terrain. Et ce qui passait majoritairement, ce qui n'était intercepté qu'à 60%, c'était les drones kamikazes Shahed avec les Ukrainiens. Aujourd'hui, a priori, ils vont quand même être beaucoup mieux protégés qu'il y a un mois et demi. Oui, vous avez raison Xavier, ça peut sembler gênant de les voir si bons, mais en même temps il faut se pencher sur ce qu'ils nous montrent, et tout ce qu'ils nous montrent malheureusement est vrai. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si on peut revoir ces images, et les cartes qui sont tenues par Kalibaf, je ne sais pas si vous avez noté, il n'a même pas mis le détroit d'Ormuz, qui est aujourd'hui le cœur du problème. Il a montré deux choses. Le pétrole, c'est un peu lié quand même. Non, all pipelines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on va frapper ce qui mène à Yanbu, c'est-à-dire le pétrole saoudien qui traverse d'est en ouest et qui contourne le problème du détroit en attendant qu'il se réouvre. Avec Bab el-Mandeb. Voilà, et j'allais justement le dire. Et ensuite Bab el-Mandeb, c'est-à-dire en plus des 20% du pétrole mondial qui passe par le détroit d'Ormuz qui est encore fermé, ou en tout cas on attend l'opération Freedom Project, et il parle aussi de pipeline, c'est-à-dire si vous ouvrez le détroit d'Ormuz, nous on va frapper les pipelines qui se trouvent sur le territoire saoudien. Et puis si ça marche pas, on va frapper Bab el-Mandeb. Donc oui, peut-être ça peut faire mal de voir un régime dictatorial comme ça master une telle propagande. Le problème c'est que ce qu'il dit est d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il peut faire, Amiral, et qu'est-ce qu'il peut faire exactement ? Parce qu'il y a l'histoire de la propagande, blablabla, c'est bien fait, c'est de l'IA, mais concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire qui empêcherait, qui vraiment nuirait à l'économie de façon décisive ? Deux choses, effectivement, ça vient d'être dit. Détruire les pipelines qui fonctionnent encore, qui permettent de sortir du pétrole pour le monde, pour le reste du monde, pas uniquement pour les alliés des Iraniens. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement s'en prendre à nouveau au détroit de Bab el-Mandeb, parce que dans le détroit de Bab el-Mandeb, il y a tout ce qui nous arrive de l'Asie. Et là, c'est pas seulement le pétrole, c'est tous les produits manufacturés, c'est tous les porte-conteneurs qui ont recommencé à passer par le canal de Suez. Et donc, cela, c'est notre économie de tous les jours, si j'ose dire. Regardez de quelle façon tout l'arsenal décidément américain est à disposition, en tout cas du président des États-Unis, puisqu'on reparle même des troupes au sol. C'est-à-dire que non seulement le cessez-le-feu est fini, de fait, mais on parle d'un durcissement qui revient à l'hypothèse des troupes au sol. Hier, sur notre plateau, c'était Jérusalem, l'officier militaire israélien, qui le premier articulait cette possibilité. Et ce soir, Dan Kane, le chef d'état-major, fait un éloge très appuyé de la 82e unité parachutiste. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des parachutistes de la 82e division aéroportée de l'armée américaine. Si le président a besoin d'une puissance de combat immédiate et redoutable, ils répondront à l'appel. La 82e division est notre force de réaction rapide et est prête à se déployer en quelques heures. Ces parachutistes sont capables d'accomplir n'importe quelle mission dans n'importe quel environnement. Ils s'entraînent sans relâche et sont toujours prêts à sauter depuis des avions pour engager le combat au sol et s'emparer de positions stratégiques si l'ordre leur en est donné. Ils peuvent faire tout cela car ils sont incroyablement bien entraînés et bien commandés. C'est l'esprit indomptable du parachutiste américain. Alors faites-nous le portrait, s'il vous plaît, de cette 82e unité parachutiste, puisque visiblement c'est celle-là qui, de nouveau, qui d'ailleurs est dans la région maintenant. Hein. Il y a une brigade, c'est-à-dire entre 3 et 4 000 parachutistes. C'est la seule unité, seule grande unité de l'US Army, de l'armée de terre. Donc c'est une unité qui est légère, c'est une unité d'assaut. C'est pas avec ça que vous allez marcher sur Téhéran. Donc c'est la grande faiblesse du dispositif. Hein. Il n'y a aucune force terrestre lourde dans ce dispositif. Donc, avec ça, vous venez mener des assauts. Donc, vous pouvez attaquer l'île de Khark, par exemple, un assaut héliporté. Alors, probablement pas par ce qu'on appelle une OAP, une opération aéroportée, par parachute. C'est quand même très compliqué. En revanche, oui, par un assaut héliporté, vous pouvez éventuellement prendre l'île de Khark, participer éventuellement au dégagement du détroit, en étant déployé sur l'île de Keshm, par exemple, etc. Donc, c'est ça, vous pouvez mener des raids éventuellement à l'intérieur
du territoire iranien, mais c'est compliqué. Voilà, mais ces actions relativement limitées, malgré tout. Hein. Stéphane Marchand, vous avez rejoint, vous avez été ancien correspondant à Washington. Est-ce que ce serait dans le style de Trump de se dire ça pourrait avoir de l'allure maintenant de mettre au sol un certain nombre, peut-être pour des opérations commando, soit sur le nucléaire, soit pour une opération bien précise? Écoutez, ça aurait certainement de la gueule, comme on dit dans le métier, mais peut-être qu'au lieu de regarder ce que les Américains pourraient faire, parce que la communication militaire américaine est remarquable, on pourrait regarder ce qu'ils ont déjà fait. Et ce qu'ils ont déjà fait, c'est mener des bombardements pendant à peu près 1 mois, avec des résultats limités. Pas de changement de régime, pas d'uranium, et des missiles toujours en état. La seule chose que jusque-là, ils ont à peu près réussi, c'est de contrer la tentative des Iraniens de bloquer le détroit d'Ormuz. Le blocus des ports iraniens, c'est quelque chose qui inflige des douleurs considérables aux Iraniens. Dans le détroit d'Ormuz, est-ce qu'une intervention au sol peut servir à quelque chose, amiral? Oui, je pense que ça peut servir à quelque chose sur les petits îlots qui sont au centre, qui sont autant de points d'appui ou de ravitaillement pour les vedettes iraniennes, autant d'endroits où les Iraniens peuvent se procurer des renseignements sur les bateaux qui transitent et faire de la désignation d'objectifs, c'est-à-dire dire tel bateau il est à tel endroit, donc dans 1 heure si vous tirez là, vous êtes sûr de le détruire. Donc ça, c'est ce contrôle de la rive nord du détroit, au moins sur ces petits îlots qui se trouvent dans le détroit, c'est intéressant. Et puis il y a la grande île de Kerch, mais c'est paraît-il extrêmement difficile de s'en emparer parce que c'est une zone extrêmement tourmentée au niveau géographique. Enfin, je veux dire, il y a plein de montagnes, de collines, de ravins. Et là, il faut la division, la 82e, il ne suffira pas. Toute la brigade et les 2000 de Marines. Oui, puis il faudrait que la 82e soit complète. Elle n'est pas complète. Hein. Voyons les images. Ce qui est étonnant, c'est que se soit limité à une brigade de la 82. On pensait que c'était des précurseurs et en fait, aussi, au moment, il y aurait au moins toute la division. Que là, on peut faire quelque chose d'important. Donc ça, c'est très limité quand même. Voyons juste les images, qu'on comprenne bien. Voilà. Ça, c'est l'île de Keshm, par Google Earth. La petite île que vous voyez là, qui est en plein milieu, c'est l'île de l'Arak. Alors, quel est le scénario? Vraiment, là, messieurs les militaires, quel est le scénario si vraiment, là, on entre vraiment dans l'hyper concret, si militairement... J'ai écrit un article pour Le Point sur... Alors, allez-y. Non, mais c'est effectivement, si vous voulez vraiment contrôler le détroit, il faut contrôler Keshm. Alors, Keshm, pour les Marines américains, c'est équivalent à l'île d'Okinawa. Pour les Français, c'est la Guadeloupe. Donc ça, c'est évidemment très important, c'est un gros morceau. L'île de l'Arak, c'est également, qu'on voit juste à côté, c'est important. Et il faut rappeler que tous les navires qui sont contrôlés par les Iraniens passent par là. Donc c'est leur poste donc de contrôle. C'est un sens très exact. Surtout parce que tout ça, c'est armé. Donc vous avez des unités, à la fois des passes d'Aran, des unités de la marine iranienne qui sont sur place, qui tiennent solidement ces 2 îles. Il y a des petits îlots à Bou Moussab qui sont près des Émirats Arabes Unis. Il y a 3 petits îlots comme ça qui sont là également défendus. Donc si vous voulez vraiment vous emparer de ces îles, il faut monter une opération amphibie et aéroterrestre simultanément. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les 2 groupes d'assaut amphibies qui partiraient peut-être l'un sur l'Arak, qui débarquerait sur l'Arak, et l'autre sur l'île de Keshm, plus la brigade aéroportée qui, elle, serait également héliportée éventuellement sur l'île de Keshm. Et là, vous aurez peut-être... Alors, c'est des combats... Avec un risque. Là, il y a des morts. Bien sûr. Là, il y a des morts, oui, forcément. Est-ce que Trump est prêt à accepter ça? C'est-à-dire, vous avez toujours soutenu, et je souligne votre continuité d'esprit, un grand esprit de suite chez vous. Depuis le premier jour, vous avez dit, il veut une victoire. Pouvoir planter un drapeau sur une île comme ça, sans doute que ça fait partie, Guillaume Roquette, de la vision, évidemment, trumpienne des choses. Oui, symboliquement, effectivement, mais à quel prix? C'est-à-dire que je pense que les Américains, et tous les sondages le montrent, ils sont de plus en plus dubitatifs devant ce conflit. Et même si ça fait une belle image, le drapeau américain planté sur l'île, est-ce que ça change le cours de la guerre? Donc moi, il me semble que le bilan coût-avantage, il est quand même extrêmement risqué pour Donald Trump de se lancer dans une opération comme ça. Mais je ne suis pas un expert des débarquements. J'ai lu récemment que la fameuse image, elle est dans son bureau d'ailleurs, c'est un bronze. Oui, sur le mont, comment s'appelle cette île? Le mont Fujibari. Non, Okinawa. C'est Okinawa. Non, c'est sur Iwo Jima. Iwo Jima, pardon. Et je ne savais pas que c'est apparemment cette image-là qui aurait inspiré aussi le drapeau sur le Reichstag. En tout cas, on dit que c'est une possibilité. Je ne sais pas, mais...
Mais vous avez le corps des Marines, ils ont inventé la communication militaire. C'est très remarquable ce qu'ils faisaient. Donc, vous avez des journalistes qui accompagnaient en permanence les Marines, qui étaient Marines eux-mêmes, et qui faisaient raconter des histoires, qui prenaient des photos, etc. Le planter de drapeau sur le mont, c'est Fujibari. Ça a été reproduit plusieurs fois. C'est l'image qu'on voit. C'est la deuxième coup, si vous voulez. Mais c'est absolument remarquable, évidemment. Ça parle à tout le monde, et c'est tout à fait. Voilà, on plante le drapeau. Il y a des êtres humains, il y a des hommes qui sont là, qui sont battus pour arracher la victoire. Et effectivement, il y a deux images symboliques, c'est celle aussi sur le hashtag planter le drapeau, c'est la victoire. Mais si on revient à l'île de Keshme, il y a aussi logistiquement des défis incroyables. D'abord, c'est une île qui est parcourue de tunnels, de grottes naturelles qui sont, d'après ce qu'on peut imaginer, militarisés, non seulement avec les petits bateaux, mais militarisés par les Iraniens qui s'attendent à quelque chose, donc qui ont ramené du renfort. En plus, je connais un ancien SAS britannique qui s'est entraîné du côté omanais sur un terrain extrêmement similaire, qui me dit qu'à part l'Arctique profond, c'est le terrain le plus hostile, le plus difficile pour mener une offensive militaire. D'abord, il n'y a pas d'eau. Un homme dans des conditions de combat dans cette région, sur l'île de Keshme ou sur la côte iranienne, a besoin de 5 litres d'eau par jour. Rien que ça entraîne une logistique énorme, sans parler de la logistique militaire des armes et des hommes, et sans parler du fait que vous êtes à côté de l'Iran avec ces missiles qui sont toujours en état d'opération, qui ne vont pas juste s'asseoir et regarder les Américains débarquer sur Keshme. C'est vraiment la logistique elle suivra. Les 5 litres d'eau par jour, c'est ce qu'il y a au Sahel. Ça suivra, la logistique suivra. Et au passage, tout le reste, tout ce qui sera autour sera écrasé sous le feu. Dans un petit terrain hostile sur lequel il va falloir atterrir. Les Américains savent faire ça. Mais surtout, oui, ce sera accompagné de frappes sur tout le secteur. Alors après, ça peut se transformer effectivement en bataille défensive. Et là, les Marines sortiront la carte de la bataille de Khe-Sanh en disant, au Vietnam, on a été comme ça encerclé et on a écrasé complètement à coup de B-52 tous ceux qui ont essayé de s'approcher de notre base. Donc ils pourraient le faire, mais ce serait compliqué, ce serait forcément meurtrier. Et puis ensuite, il faut que ça apporte quelque chose de décisif. Si effectivement ça n'arrête pas la guerre, si le régime iranien ne se soumet pas à l'issue, on est collé quand même à un détroit qu'il faudra garder, protéger pendant on ne sait pas quand, combien de temps. Il ne faut pas oublier que le critère principal de Donald Trump quand il fait ses réflexions et ses décisions, c'est le prix du gallon d'essence aux États-Unis. C'est ça l'objectif. Si on imagine la prise de contrôle de l'île dont on est en train de parler... Si je peux me permettre, pas que ça, parce que sinon il n'aurait pas fait toute cette guerre. Il sait bien qu'il y a un lien direct entre le pétrole et le Proche-Orient. Depuis que les Iraniens bloquent les détroit d'Ormuz, c'est quand même son objectif principal. Si cette île est prise, ce sera pour les Iraniens la plus grosse défaite depuis le début de la guerre. Donc ils répondront assez naturellement, mécaniquement, par la plus grosse frappe possible. Et la plus grosse frappe possible, c'est contre les Émirats Arabes Unis, contre les monarchies du Golfe, et sur les usines de désalination, sur des objectifs civils cette fois-ci. Les data centers, les choses comme ça qu'ils ont déjà frappé. Internet. Donc, il est vraisemblable que le calcul coût-bénéfice n'est pas formidable sur cette opération. Guillaume. Oui, parce que pour compléter ce que dit Stéphane, le prix du gallon, il a augmenté de 50%. Alors, c'est moins douloureux pour les Américains parce que c'est moins cher l'essence aux États-Unis que chez nous, mais les réservoirs sont plus gros. C'est comme voilà, mais c'est vrai que les voitures consomment plus parce qu'elles sont plus grosses, mais donc l'impact il est réel. Or, souvenez-vous, c'est l'une des raisons de la défaite des démocrates aux dernières élections présidentielles, c'est la hausse des prix et donc on attendait aussi Donald Trump là-dessus, pas seulement sur d'hypothétiques victoires en Iran. Et puis il faut savoir qui a le pouvoir de résister plus longtemps, les Iraniens ou l'économie mondiale, parce que l'économie mondiale aujourd'hui, toutes les prévisions sont d'ici le mois de juin, on va manquer de kérosène, les prix vont encore augmenter, sans parler de toutes les autres matières premières qui passent par Hormuz. Est-ce que nous, parce que nous sommes impliqués, sommes plus capables de résister, ou les Iraniens, qui finalement le régime qui se fout complètement du bien-être de son peuple et qui est qui est retranché dans une lutte de survie. Et la question que les cartes que les Iraniens pensent avoir en main, c'est que eux sont plus résilients que l'Occident incarné aujourd'hui par Donald Trump. Amiral, est-ce que vous risqueriez dans une opération comme celle-là, au sol? Je n'ai pas les données, donc c'est extrêmement difficile de le dire. Avec les moyens qui sont actuellement en cours,
C'est certainement possible de prendre ce île de Casme, c'est certainement possible de prendre les autres îles. Le problème, c'est qu'encore une fois, on l'a très bien dit, il y aura des pertes considérables et que c'est pas forcément très bien. Et ensuite, il y a également tous les problèmes de logistique qu'on a évoqués. Ça serait pas, très honnêtement, mon avis, serait pas favorable. Il faudrait peut-être commencer en réalité par une campagne. Exactement. Il faudrait peut-être en finir déjà avec l'arsenal de missiles balistiques, tout ça, c'est pour éviter effectivement l'escalade dont parlait Stéphane. Et ensuite, et passer des semaines à raser tout ce qu'il y a autour. Voilà, sur les îles, à Bou Moussab, etc. Il faut faire la préparation. On est dans une opération qui relève du 6 juin 1944. Je veux dire, on est devant des trucs où vous avez en face des forces organisées qui sont conséquentes en nombre, et par conséquent, il faut mettre les moyens et puis surtout, il faut détruire l'adversaire. Si vous nous rejoignez maintenant, pour celles et ceux qui nous rejoignent, 23h19, les choses ont beaucoup bougé depuis quelques minutes, puisque le secrétaire d'État américain Rubio dit qu'on entre dans une nouvelle phase, qui est l'opération de liberté, de libération du détroit d'Ormuz, avec les moyens qui vont avec. On va voir la simulation exacte de la façon dont les bateaux sont escortés par les navires de guerre américains. D'abord, écoutez Trump, une des déclarations les plus étonnantes de la soirée, c'est quand il dit tout à l'heure, au fond, moi, si je peux économiser des vies iraniennes, je le ferai. L'Iran devrait faire preuve de bon sens parce qu'on ne peut pas aller là-bas pour tuer des gens. Non, je ne veux pas. C'est trop dur. Ce sont des gens formidables. J'ai tellement d'amis iraniens à New York et ailleurs depuis des années. Ils sont formidables. Je ne veux pas tuer ces gens-là. Voilà, entrant dans le détail de ce qu'est l'opération de libération d'Ormuz, si effectivement, sans avoir à bombarder l'Iran, les Américains arrivent à pousser les bateaux en dehors de la nasse de ce que vous appelez un siphon toujours. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, amiral Vichon en particulier. C'est une modélisation par intelligence artificielle où on comprend que les destroyers sont là. Et il y en a un qui pousse et l'autre qui reçoit. Tout à l'heure, Adrien Denis, qui dirige cette émission, disait c'est quand on apprend à son fils ou à sa fille à nager à la piscine, on le pousse et puis le papa ou la maman le prend à l'autre bout puis on le laisse un petit peu nager pendant quelques mètres. Amiral. En fait, là, vous avez, un schéma de principe avec 4 bateaux à protéger, 2 cargos et 2 porte-conteneurs. dont on peut penser que les cargos représentent des pétroliers. Et puis, à côté de ces 4 bâtiments précieux, on a mis deux destroyers qui sont des escorteurs. Alors, il y en a un qui est devant et il y en a un qui est derrière, parce qu'en fait, il faut protéger de tous les côtés ces 4 bateaux de toutes les armes qui vont leur être tirées dessus par les Iraniens depuis la terre. Ça fait toute une bulle, si je comprends bien. Il faut une bulle complète. Oui, c'est ça. Une bulle complète. Alors vous avez vu brièvement 2 avions, un drone et un avion au-dessus. Et il s'agit de voir tout ce qui se passe autour et donc de détruire au fur et à mesure que ça s'approche tout ce qui pourrait être hostile contre ces 4 bateaux et les 2 destroyers, bien sûr. Donc, vous voyez que c'est des moyens considérables et que c'est pas en faisant 4 bateaux par 4 bateaux qu'on va évacuer les 2000 bateaux qui sont actuellement coincés dans le golfe arabo-persique, sachant que aujourd'hui on sait que si jamais tout s'arrêtait, si on arrivait enfin à un accord, la circulation normale ne reprendrait pas avant le mois de septembre. Donc, le temps que tout ce beau monde soit ravitaillé, appareil, et des marchandises, qu'on évacue ce qui va plus, etc., il y en a pour des mois. Donc, on est sur une opération de très longue haleine. Et c'est pour ça que, effectivement, ce projet Liberté, les Américains sont en train d'essayer d'y associer d'autres marines, et des marines sur lesquelles ils ont des moyens de pression peut-être plus supérieurs à ce aux Européens qui sont assez réticents pour d'autres raisons, en particulier la menace russe, mais qui sont par exemple les Japonais et les Sud-Coréens. Est-ce qu'il faut se risquer ? Est-ce que les Européens devraient participer ? Parce que là, il y a une prise de risque aussi. Il paraît assez clair que ça ne marchera que lorsqu'il y aura un accord entre les Américains et les Iraniens. Pourquoi ? Mais ils ont commencé là. Oui, mais parce que les armateurs et les assureurs disent « nous ne prendrons au sérieux un accord que s'il est signé par les Iraniens ». En soi, c'est une victoire politique iranienne, d'ailleurs. Ils ont réussi leur coup. Ils ont pris la chaîne la plus puissante du capitalisme mondial et ils l'ont mise à leur service. Donc, sauf à les éradiquer complètement... C'est votre côté révolutionnaire, Stéphane Marchand. Là. Vous êtes le marxiste-léniniste à cette table. C'est une constatation de fait. C'est vraiment le cas. Vous posez la question des Européens, mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on réfléchisse à
à comment éviter la catastrophe économique chez nous. Alors aujourd'hui, aller aider les Américains dans cette aventure où les Iraniens, je suis entièrement d'accord avec vous, les Iraniens ne sont pas d'accord de nous voir sortir ces bateaux parce qu'ils vont perdre leur carte, parce que ça c'est leur vraie carte. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a appelé le détroit d'Ormuz la nouvelle bombe nucléaire iranienne. Parce que ce que disait Medvedev aussi. Ce que disait Medvedev. C'est Medvedev qui disait ça. Mais les deux l'ont dit et c'est intéressant de les voir d'accord et je suis d'accord avec les deux. Donc cela dit, la bourse se porte pas trop mal. Hein. Guillaume, vous avez des portefeuilles d'actions, vous ? Non, malheureusement. S&P 500. Alors il y a une baisse, il y a une petite baisse. Soyons honnêtes, il y a une petite baisse. Mais enfin, c'est pas. Ça reste. Et le prix du pétrole a un peu baissé. Alors certes, il était monté autour de $120, donc c'était le prix du baril, donc c'était beaucoup. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que vous disiez à un moment dans le début de l'émission, je pense que ça fait partie de la stratégie américaine. Il y a un œil sur les sondages d'opinion, un œil sur les cartes du CENCOM qui est au Qatar, et puis un œil sur les cours de Wall Street et du pétrole. Et quand ça monte trop, on envoie des signaux pas pacifique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de volonté de négociation, et ça marche. Mais c'est pas pour ça que les Européens vont suivre dans l'affaire. On pourrait théoriquement, parce que le Charles de Gaulle, il est pas si loin, je crois qu'il est toujours au large de Chypre, mais il lui faudrait quelques jours pour arriver. Mais la dernière fois que les Français, je crois, sont entrés dans le détroit d'Ormuz, c'était en 2020 pour l'opération Agénor, pour justement sécuriser la circulation. Mais il y avait des Français, je crois qu'ils étaient les chefs d'ailleurs, c'était géré depuis l'état-major français aux Émirats Arabes Unis. Il y avait d'autres Européens, comme les Hollandais. Mais les Américains n'étaient pas là parce qu'il fallait éviter de provoquer les Iraniens. Donc, les Iraniens ont tiré. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Là, on a la version catalogue, comme on dit quand on vend tout va bien. Là, c'est la version tout va bien. Ça s'est déjà gâté puisque la République islamique a tiré deux navires, l'USS Truxtun et l'USS Mason, appuyés par des hélicoptères Apache et autres aéronefs, ont affronté une série de tirs, des menaces coordonnées lors de la traversée. C'est l'Amérique qui le dit. L'Iran a lancé contre eux des embarcations légères, des missiles, des drones, dans ce que les responsables ont décrit comme un bombardement soutenu. Expliquez comment les Iraniens arrivent, avec des petits moyens, à défier les moyens gigantesques des États-Unis. Ils les font décoller, c'est tout. Je veux dire, ils sont à portée. Ils ont les engins, ils les tirent. Donc donc ils menacent l'adversaire. Sauf que l'adversaire sait se défendre, il a des moyens puissants et tous les projectiles qui sont envoyés sont systématiquement abattus. Donc c'est comme autrefois, c'est la lance et le bouclier. On envoie la lance et si le bouclier fonctionne, les Iraniens préfèrent attaquer ils ont attaqué quand même aujourd'hui aussi des navires qui n'étaient pas escortés justement. Voilà. Et donc ceux qui éventuellement pouvaient commencer à s'approcher. Ils ont été tirés pour refroidir les ardeurs. Le Coréen a été tiré au mouillage. Il n'avait même pas encore appareillé. Mais c'est une manière de refroidir les ardeurs. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les armateurs ne sont pas tous pareils. Nous, les Européens, en particulier les Français, on est contraints par le principe de précaution. Le principe de précaution, on est pratiquement les seuls à l'appliquer. Mais il y a d'autres armateurs qui sont moins regardants, et puis en particulier, il y a des armateurs qui sont très tributaires de le contrat américain. Et ceux-là, ils sont prêts à mettre leurs bateaux en jeu. Alors, pas tous les bateaux, probablement pas les plus gros, mais par exemple, Maersk, qui a pris le risque aujourd'hui de faire passer un bateau parmi les deux qui ont forcé le blocus, Maersk qui travaille pour la marine américaine. Et donc, il est passé. Ils ont pris le risque, mais parce qu'ils l'assument. Ils savent que c'est leur plus gros client. Et il faut leur faire plaisir. Les Américains amènent encore des forces. L'USS Bush, arrêtons-nous un instant parce qu'il y a les deux grands porte-avions, USS Bush, USS Lincoln, avec à chaque fois sur le pont, on va même pouvoir les détailler, on peut les compter, c'est tellement l'image est bonne. Les Américains ne mettent jamais leurs avions dans le hangar. Comment ? Les Américains ne mettent les avions dans le hangar que pour les réparer. Donc ils sont tous sur le pont ? La plupart sont sur le pont. Là. Pourquoi ? Pour le stockage, c'est plus facile. On risque pas d'avoir des heurts dans le hangar à l'intérieur. Et puis, ça montre bien la puissance. Ils veulent le montrer. C'est leur politique. Ça fait riche, bien sûr. Les porte-avions japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, eux, les mettaient dans le hangar. Les avions étaient dans des hangars. Mais en réalité, ils pouvaient en mettre beaucoup moins. Donc les porte-avions américains, il y avait beaucoup plus de puissance de feu que les japonais. Donc là, je crois qu'ils peuvent en contenir en tout cas 60. Je ne sais pas
va pas prendre le temps de les compter, mais ça c'est quoi, des FA-18, quelque chose comme ça? Là, vous avez des avions d'assaut, oui, bien sûr, vous avez des F-18 F-18 et des F-35 aussi, je crois, oui. Et sur le bush, il y a sûrement des F-35 aussi. Alors, ils amènent tout ça, c'est pas pour rien. Alors, c'est peut-être par précaution, mais c'est comme qu'ils veulent en faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle le gros bâton. Les Américains appellent ça Big Stick. C'est le gros bâton, c'est-à-dire que c'est celui avec lequel on peut parler doucement à l'adversaire parce qu'il a vu votre gros bâton et que par conséquent, il va vous écouter. Oui, Alors le problème, c'est que les Iraniens n'écoutent pas vraiment. Écoute, pas vraiment. Et sauf que les Iraniens savent aussi que le bâton n'est pas assez gros pour leur faire peur, puisqu'ils savent très bien en calculant, même s'ils souffrent économiquement, sachant quand même que le pétrole iranien c'est 25% du PIB en Iran et pas plus, et 25 c'est vraiment c'est la fourchette haute. Moi, vous parliez du président Macron tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de répondre à votre question. Moi, je trouve que c'est la très bonne solution. Au lieu de montrer le gros bâton et de crier. Oui, la France discute. Comme disent les Orientaux, ceux qui crient ou ceux qui aboient, personne ne les écoute. La caravane passe. Bah oui, les chiens aboient, la caravane passe. Non, quand on aboie, c'est qu'on n'a pas envie de mordre. Et c'est encore plus vicieux. Par contre, le président Macron, lui, le bâton, il est caché derrière, puisqu'on parlait de finir avec ce régime. Peut-être qu'un jour, il sera très content de traîner les criminels de guerre ou les criminels iraniens dans une cour européenne, française, que sais-je. Mais en tout cas, pour l'instant, il discute pour essayer de calmer le jeu. Et même si c'est pas très agréable de discuter avec des gens qui violent le droit, comme les Iraniens, eh bien peut-être que on parviendra à de meilleurs résultats que ce bâton qui ne sert à rien, qui est le bâton américain, parce qu'il est mal manié. J'ai une question à poser à l'amiral, si je puis me permettre. Est-ce que la flotte américaine, l'armada américaine, est à la bonne distance du Golfe? Il ne devra pas se mettre plus près? Non, il n'y a aucun problème. Enfin, je ne sais pas exactement où ils sont d'abord. C'est bien un secret qui est bien gardé. Ils sont dans le nord de ce qu'on appelle le golfe de Man, mais à bonne distance, parce qu'ils n'ont pas besoin de se rapprocher. Tout simplement, leurs chasseurs sont à portée des côtes iraniennes sans aucun problème et ils survolent facilement le golfe. Il y a tous les ravitailleurs qu'il faut pour avoir la longe suffisante pour atteindre même la mer Caspienne s'il y en a besoin. Je vous rappelle que c'est le porte-avions qui a permis de lancer les premières bombes sur l'Afghanistan, hein. Bon, alors là, on parle de l'Iran. L'Iran, c'est vraiment juste à côté. C'est la porte à côté. Donc, oui, ils sont à bonne distance. Pour répondre à votre question, ils sont à bonne distance. Regardez de quelle façon les Israéliens entrent dans la danse. Les Israéliens ont sans doute une autre conception des prochains jours et des prochaines heures que Trump ne l'a. Et le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, c'est quelqu'un de très offensif dans la galaxie politique et militaire israélienne, dit Israël maintenant, toute la flotte israélienne est prête à entrer dans la guerre. Tsahal reste en état d'alerte élevé sur tous les fronts. Nous suivons de près la situation dans le Golfe Persique et sommes prêts à répondre avec force à toute tentative de porter atteinte à Israël. Le message est très clair, c'est celui aussi de Netanyahou. En réalité, il y a la ligne américaine et il y a la ligne israélienne où visiblement on veut aller plus loin, plus fort et aller jusqu'à la chute du régime. Les Américains et les Israéliens sont alliés, mais ils ne sont pas alignés pour autant, et depuis 3 semaines, maintenant plus de 3 semaines que dure le cessez-le-feu, les Israéliens piaffent en considérant que c'est une erreur et que eux n'ont pas perdu de vue leur objectif, qui est de faire tomber le régime pour mettre hors d'état de nuire, pour annihiler le danger iranien vis-à-vis d'Israël. Maintenant, le problème, c'est que les Israéliens sont quand même très dépendants des Américains, d'abord pour des raisons politiques, ensuite parce que l'armement israélien est très largement américain, et on se souvient que l'année dernière, pendant la guerre dite des 12 jours au mois de juin, où il y avait déjà eu des frappes importantes contre les installations iraniennes, notamment nucléaires, quand Trump a baissé le pouce en disant « maintenant on arrête », les Israéliens n'étaient pas contents, mais ils ont obéi. Les Israéliens, eux, savent très bien quelle est la situation. Ils sont engagés dans une guerre permanente. Donc à chaque fois que les Américains s'arrêtent trop tôt à leurs yeux, ça veut dire que la durée qui les sépare de la prochaine guerre se raccourcit. Et donc c'est épuisant pour le pays. Quand la société raisonne sur son avenir, c'est absolument épuisant. Et comme les Israéliens, malheureusement, sont entrés dans un cycle où ils ne savent faire que la guerre, le désalignement avec les Américains peut devenir de plus en plus fort. Et c'est ce qui menace d'ailleurs, et c'est vrai aussi du côté des Américains, le fait de coller aux Israéliens trop nuit à leurs intérêts
objectifs régionaux. On va voir les images de toutes les munitions qui transitent par Israël. Ce soir, hier déjà, ce soir ça continue, aéroport Ben Gourion, il y a beaucoup de points en Israël qui reçoivent les munitions, les ravitaillements et même les avions, les C-17 notamment, ou les KC-135 sont stationnés à Ben Gourion. Ben Gourion, ils sont passés par Ashdod, Elat, et ils ont rapporté alors beaucoup de véhicules militaires, des munitions aériennes et terrestres, parce qu'il y a évidemment beaucoup de munitions qui ont été utilisées durant la première phase du conflit. 6500 tonnes de matériel en 24 heures. Après, il ne faut pas considérer ça comme absolument extraordinaire, même si c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 118 000 tonnes envoyées des États-Unis vers Israël depuis le début du conflit, le 28 février. 118 000 tonnes. Donc là, on a 6 000 tonnes. C'est important. C'est un signal. Évidemment que les munitions ont besoin d'être renflouées, mais sachant quand même que depuis le début du cessez-le-feu, les Américains, les Israéliens, les pays du Golfe, eh bien, remettent les batteries à jour parce qu'ils savent que le conflit n'est peut-être pas terminé. Donc c'est dans le cadre de ça qu'on peut voir ces 6 000 tonnes de matériel envoyé en Israël. Quel est le but exact d'Israël ? De la destruction du régime et sa propre sécurité. Il faut quand même se rappeler que depuis la création de la République islamique d'Iran, leur slogan c'est mort à Israël. Pour Israël, l'existence de l'État islamique est une menace existentielle. Et on a vu pendant les premiers jours de la guerre la façon dans laquelle Israël a été bombardé par les missiles iraniens. Le fameux dôme de fer n'a pas été construit pour des missiles balistiques, et donc il n'a pas pu protéger sa population. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de destruction. Je crois que pour Israël, la grande peur aujourd'hui, c'est que cette guerre qui a commencé, qui a réveillé qui a réveillé l'Iran, elle était déjà la haine d'Israël. La haine d'Israël, mais les choses n'étaient pas au paroxysme qu'elles sont aujourd'hui. La menace nucléaire iranienne, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais si elle devait se concrétiser, pour Israël, ce serait catastrophique. Donc l'idée pour Israël que cette guerre se termine. La destruction surtout du nucléaire iranien. Écoutez, les variétés des points de vue. Sur notre plateau, c'était Michel Yakovlev qui lui dit l'autre point de vue, assez opposé à celui d'Israël, disant non, mais au fond, les Iraniens pourraient même devenir plus raisonnables s'ils avaient le nucléaire. Écoutez-le. Est-ce que oui ou non, on pouvait laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire ? Je ne sais pas, mais je sais que cette méthode-là n'était pas la bonne. Voilà. Vous savez, les pays qui sont devenus nucléaires récemment, il y a une théorie qui est que le nucléaire rend raisonnable, indépendamment de l'affection qu'on a pour le régime. Général, vous pensez vraiment que le régime de Téhéran, qui a armé tant de terroristes, serait devenu raisonnable parce qu'il avait l'arme nucléaire ? Il ne les aurait pas armés avec l'arme nucléaire. Oui. Ça, je suis convaincu que non. En revanche, ça lui aurait permis de se sanctuariser lui-même, de dire vous ne m'attaquez pas. Ce que fait la Russie face à l'Ukraine. Vous êtes quand même, certains vous diront, vous êtes quand même sacrément indulgent pour ce régime de sang, qui est quand même un régime qui a exporté beaucoup de terreur. Des régimes pourris, il y en a plein sur la planète, des dictatures, mais celui-là a été particulièrement agressif. Je ne suis pas indulgent pour ce régime que je ne porte pas en mon cœur. C'est juste que pour faire de la stratégie, il faut faire de la stratégie. C'est aussi con que ça. Je suis pas non plus indulgent sur la violence gratuite, excessive, que pratiquent les Américains et d'ailleurs les Israéliens au Liban. Donc, non, je suis pas indulgent pour le régime. Alors, vos réactions à ça, et quand on voit la carte des deux puissances de la région, au fond, il y a deux puissances Israël qui a l'arme nucléaire. Combien ont-ils d'ogives à peu près ? Suivant les sources, c'est entre 70 et 80 têtes. Combien ? 70 et 80 têtes. Voilà, ça c'est Israël. Et l'autre puissance importante, alors qui n'est pas encore nucléaire, mais qui est proche du seuil certainement, qui est l'Iran. L'avenir de la région se joue entre ces deux puissances. Oui, mais en fait, Israël, il a sa force de dissuasion. Donc ça c'est parfaitement clair. Si l'Iran un jour avait la bombe atomique, il serait soumis à la menace des bombes atomiques israéliennes. S'il utilise la bombe, et je rappelle
que si c'est 1 à 10 têtes peut-être possible pour l'Iran, c'était 70 têtes pour les Israéliens. Et ça compte quand même dans la dissuasion. La balance bascule. Bon, alors je ne vais pas jusqu'à justifier les propos du général Yakovlev. Moi, je trouve que c'est parfaitement normal que les Israéliens aient voulu se débarrasser de la menace iranienne. Moi, ce que je conteste, c'était l'attitude du président Trump quand il a mis fin aux accords qu'on avait trouvés avec les Iraniens pour limiter le développement de l'arme nucléaire. Vous croyez, comme certains, on entend ça, qu'une espèce d'équilibre de la terreur serait possible si les deux puissances nucléaires coexistaient? Alors, le problème, pardon. Il me semble que... jusqu'au bout, excuse-moi. Et je voulais aller jusqu'au bout. Le problème de l'Iran, c'est qu'actuellement, c'est un gouvernement totalitaire qui est mené par des gens dont la logique n'est pas la nôtre et n'est pas celle non plus des Israéliens. Ça peut être suicidaire, donc. Et donc, il pourrait avoir un comportement suicidaire. C'est ça le risque. Le problème de la dissuasion, c'est que des dissuasions, elle est vraiment opérationnelle entre gens raisonnables. Ouais. Mais oui, mais ils n'ont pas envie de mourir, a priori. Oui. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de mourir, qu'ils n'ont pas envie de sacrifier leur pays. Parce que ce que vous mettez dans la balance, c'est les intérêts vitaux du pays. Donc c'est l'existence même de votre pays. Le problème, c'est que quand vous êtes des fous de Dieu, l'existence de votre pays, à la limite, c'est plus un problème. Donc c'est là que la dissuasion nucléaire peut bégayer un peu. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Je ne sais pas s'il est possible de revoir la carte qu'on voyait il y a quelques instants, sur laquelle on apercevait effectivement la puissance nucléaire de la région qui est Israël et l'Iran. Je crois que c'est Napoléon qui disait que c'est la géographie qui fait l'histoire. Regardez ces deux pays. Objectivement, qui a le plus besoin de se défendre ? Il me semble qu'Israël, qui est entouré de régimes dont le moins qu'on puisse dire est que depuis sa création, ils n'ont pas été strictement amicaux, a une légitimité plus forte à avoir l'arme nucléaire que l'Iran, qui par sa taille, par sa population, 90 millions d'habitants, est déjà par ailleurs suffisamment agressif. Comme ça, demandez aux Libanais, ils ont payé pour voir, mais y compris on peut aussi parler des soldats français, des attentats terroristes. Donc, je pense que il y a une légitimité plus grande, même si je comprends que ce soit un point de vue discutable, qu'Israël ait la bombe atomique que l'Iran. Bien d'accord, mais attention, il y a un autre acteur nucléaire dans ce secteur. Non, pas encore. Mais vous avez le Pakistan, là, à l'est de l'Iran. Oui. Il y a aussi la bombe. Non, mais si l'Iran devait avoir la bombe... L'argument de raisonnable, c'est justement quand on parle du Pakistan et de l'Inde. En disant ces pays qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre, depuis qu'ils se sont dotés chacun et simultanément de l'arme nucléaire, ne se font plus la guerre. Ça reste contenu, en tout cas. C'est ça l'argument de la dissuasion raisonnable. Première remarque, d'abord, Israël a l'arme nucléaire, mais depuis quand même assez longtemps, ça n'a pas empêché Israël d'être attaqué, au passage. Deuxième remarque... Grâce à la France, rappelons-le, en grande partie, à la France de la 4e République. Non, mais d'être attaqué, même envahi en 1973, etc., ça n'a pas empêché. Le nucléaire, ça protège d'abord du nucléaire. Ensuite, le paradoxe iranien, c'est que ce programme nucléaire, il a fait en réalité de l'antidissuasion. C'est-à-dire qu'au lieu de... On se demandait si en réalité les Iraniens, par exemple, ne voulaient pas rester ce qu'on appelle sous le seuil et avoir la capacité de développer très rapidement une arme nucléaire si on les embêtait. Le problème, c'est que cette capacité sous le seuil, en réalité, ça excite tout le monde. En disant, attends, non, mais ça, c'est pas possible. Il faut, justement, il faut agir tout de suite avant qu'ils franchissent ce seuil. Et donc, ça a l'effet inverse de la dissuasion, où ça a tiré la foudre. Et c'est d'autant plus irrationnel qu'en réalité, on imagine que l'Iran n'ait pas de programme nucléaire. Non, mais le problème, c'est... En réalité, qui aurait eu envie d'attaquer l'Iran Quand même, il y a les missiles, les missiles balistiques de longue portée, ils sont quand même dangereux pour Israël, indépendamment du nucléaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue iranien, d'un point de vue de la dissuasion iranienne, en réalité, ça n'aurait rien changé. Le programme nucléaire n'a rien changé, au contraire, il a tiré des emmerdements. Sophia. Oui, je suis complètement d'accord avec le général Yakovlev, même si je sais que beaucoup ne le sont pas sur ce plateau, sur une partie de son analyse. C'est-à-dire que oui, et je parle au conditionnel, parce qu'idéalement, il ne faudrait même pas qu'il y ait de nucléaire sur toute la planète Terre. Mais je veux dire, il pourrait sembler que, effectivement, les pays s'assagissent quand ils ont, et surtout des pays belligérants, on a très bien cité l'Inde
l'Inde et le Pakistan, quand ils savent que tous les deux, si l'un des deux appuie sur le bouton, les deux disparaissent. C'est l'équilibre de la terreur qui c'est l'équilibre de la terreur qui existait entre les États-Unis et la Russie, qui aujourd'hui quand même commence à l'utiliser à chaque fois qu'on a d'un peu trop l'Ukraine, et c'est vraiment insupportable, intolérable, et on se dit, ou en tout cas on espère, que la Russie restera sage et restera dans cet équilibre de la terreur. Dans un pays comme l'Iran, et je suis complètement d'accord avec votre analyse, en fait, il n'est pas certain qu'il ait eu envie. Il a simplement peut-être eu envie simplement de dire, je suis juste en dessous du seuil, et que ce soit suffisant juste pour dissuader le monde entier d'aller lui chercher des noises. Sauf que on ne donne pas une arme nucléaire. Dans l'absolu, on essaye de limiter justement, et à un pays comme l'Iran, qui a cette volonté suicidaire, cette vision du martyr, on ne donne pas une arme. Ce régime veut ça. Ce régime est prêt à mourir, c'est-à-dire tous ces gens sont prêts au martyr et au suicide. Alors, pas tous ces gens, mais il y a un culte de la martyrologie. Il y a un culte de la martyrologie. C'est ce régime. Donc, c'est extrêmement dangereux d'imaginer un pays qui a le culte de la martyrologie d'avoir l'arme nucléaire. Ensuite, vous pensez que l'Arabie Saoudite, elle va juste regarder l'Iran nucléaire, dire finalement, moi je vais laisser faire. L'Arabie Saoudite, elle pourrait l'avoir. Ils se haïssent. Et autre chose, vous parlez d'un régime, d'un pays qui s'agit. La Russie ne se serait pas autorisée tout ce qu'elle s'autorise en Ukraine si elle n'avait pas l'arme nucléaire. Donc quand il y a deux pays comme l'Inde et le Pakistan qui s'affrontent et qui ont réussi à trouver cet équilibre. Pas nucléairement. Mais qui ont réussi à trouver cet équilibre grâce au nucléaire, c'est une chose. Dernière chose, l'argument que tout le monde utilise quand on pense à un changement de régime en Russie, c'est, mon Dieu, changement de régime dans un pays qui a l'arme nucléaire. Vous donnez l'arme nucléaire à l'Iran aujourd'hui, plus personne ne voudra parler de changement de régime en Iran, parce que ça voudra dire qu'il y aura un chaos dans un pays nucléarisé. Comment ? Pour la Chine. Mais personne ne veut parler de changement de régime en Chine. Vous avez la bombe nucléaire, plus personne ne voudra que votre régime tombe, parce que l'idée qu'un pays instable soit nucléarisé, c'est ce qui fait peur à tout le monde. C'est ce qui s'est passé quand l'URSS s'est effondré. Tous les services de renseignement occidentaux étaient terrorisés à l'idée de cet empire nucléaire qui serait en train de s'effondrer. Il faut donner l'arme nucléaire, pour laisser les Iraniens aujourd'hui avoir l'arme nucléaire. C'est le régime des mollahs qui se met en place pour des siècles à venir. Et ça, je crois que c'est terrible pour les Iraniens et pas bon du tout pour la région. L'Iran a quand même observé autour de lui les pays qui ont eu l'arme nucléaire. Donc on ne parle pas des vieux pays nucléaires, mais la Corée du Nord, par exemple, a acquis du fait de sa bombe. On n'est même pas certain qu'il l'ait, d'ailleurs, en réalité. Mais a acquis du fait de sa bombe une respectabilité incroyable, au point qu'ils sont capables aujourd'hui de jouer les Chinois contre les Russes dans la péninsule de Corée. Corée du Nord, c'est la responsabilité de M. Poutine est absolument écrasante. Oui. Parce que s'il n'avait pas donné le soutien qu'il a apporté à la Corée du Nord ces dernières années, la Corée du Nord n'en serait pas là. Elle avait un mal fou à transformer sa bombe d'une bombe sale en une bombe qui puisse être projetée par des missiles balistiques. Et c'est bien M. Poutine qui a, par l'aide qu'il a apportée aux savants nord-coréens, en récompense ou en contrepartie des soldats et des obus que ceux-ci ont envoyés pour la guerre en Ukraine. Amiral, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire, pardon, si on vous entend... Le fait demeure que la Corée du Nord a acquis une respectabilité nouvelle grâce à ça. De même qu'Israël, quand il a commencé à avoir l'arme nucléaire, le président Kennedy s'est dit « Nous ne pouvons pas laisser un pays aussi menacé et doté d'une arme nucléaire tout seul. » Et le soutien américain massif et parfois complètement incompréhensible est né de cette situation. Donc l'Iran se dit, ça peut m'arriver, et ils veulent que ça leur arrive. C'est tout à fait concevable. Puisque vous parlez de la Chine, Samantha Bendem, regardez cette image extrêmement impressionnante où on comprend que beaucoup des choses qui vont s'écrire maintenant vont s'écrire à Pékin. La double image est très parlante, c'est-à-dire que on a à Pékin à la fois les avions américains et les avions iraniens, puisqu'on prépare deux visites. À court terme, celle d'Arakchi, ministre des Affaires étrangères de l'Iran, et à long terme, c'est dans quelques jours aussi, la visite du président Trump à Pékin. Ce sera un énorme événement. D'abord, Arakchi, chef de la diplomatie iranienne, se déplacera en Chine pour les discussions qui porteront sur la situation au Proche-Orient. C'est confirmé des deux côtés. Il s'entretient avec son homologue chinois, Wang Yi.
Wang Yi, et échangera sur les relations bilatérales. Là, il y a un axe, c'est peut-être le soutien de quelle manière, qu'est-ce qu'ils peuvent donner les Chinois aux Iraniens? Mais les Chinois ont joué un rôle très actif, on les croit uniquement concentrés sur les aspects économiques, mais ils ont joué un rôle indéniable dans le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et si le ministre des Affaires étrangères iranien se rend en Chine, c'est bien, enfin sûrement en tout cas, pour passer un message ou transmettre de ses autorités ou de la tête du pouvoir peut-être une nouvelle option de négociation, puisque apparemment via le canal omanais et via le canal pakistanais, qui sont évidemment en termes de puissance et d'influence auprès des Américains moins importants que les Chinois, eh bien peut-être qu'il y a là une volonté d'ouvrir un troisième canal, s'il n'existe pas déjà et nous n'en savons rien, mais en tout cas un troisième canal pour accélérer ces négociations, en tout cas empêcher le retour de la guerre. Est-ce qu'on vit un moment, certains ont conjecturé qu'un jour ça arriverait, c'est-à-dire que la Chine allait dépasser l'Occident, quoi. Est-ce qu'on vit, peut-être pour l'instant pas du point de vue strictement économique et militaire, mais presque symbolique, là, la Chine devient une sorte de puissance centrale? Une puissance d'équilibre, c'est ce que la France voulait être. Mais avec les moyens français. Alors que la Chine, oui, ça peut être effectivement le milieu. Ça redevient l'empire du milieu, qui Imaginez que ce soit la Chine qui escorte les bateaux pour sortir des détroits d'Ormuz. Ouais. Imaginez un instant. Ou qui parraine un accord. Oui, dans l'absolu, c'est. Voilà. La Chine se met au milieu avec sa flotte. À votre avis, est-ce que vous pensez que les Iraniens vont les tirer dessus? Non, justement, cet avion qu'on voit, Mahan Air, c'est un avion c'est une compagnie aérienne qui est sanctionnée par les Américains. Il n'y avait plus de vol entre Téhéran et Pékin, et ils volent aussi au Kazakhstan et au Turkménistan, je crois, depuis le début de la guerre. Les vols ont repris dans la préparation de l'arrivée d'Arakchi, mais il faut quand même se rappeler qu'un des navires que les Américains ont arraisonné il y a quelques semaines transportait des produits chimiques à usage double en provenance de Chine. Mais j'aimerais vous entendre sur la puissance chinoise. Est-ce qu'on est au moment où, rappelez-vous le mot de Valérie Terrible qui disait « Nous sommes le petit cap du continent asiatique, que tôt ou tard, l'immense Chine, avec la Russie qui est très grande aussi, qui est même plus grande en superficie, mais qui est beaucoup moins puissante, l'immense Chine allait reprendre, c'est le mot de Napoléon. Est-ce qu'on vit ce moment-là? Oui, au Moyen-Orient, la Chine commence à tailler des petites croupières aux Américains. Pas sur le plan militaire encore, mais sur le plan, par exemple, économique, financier et surtout technologique. Une obsession des Américains dans les fameux accords d'Abraham, c'est d'empêcher les Chinois de capter les capitaux énormes du Golfe Persique pour l'utiliser pour construire les technologies d'intelligence artificielle. Ce que vous dites là est très important. Ce qu'on vit au Proche-Orient, c'est un moment, parce que le Proche-Orient est exactement entre les deux univers, notre univers occidental et l'univers chinois, c'est la limite de l'influence. Oui, et par exemple, il y a une compagnie aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle la G42, qui est tellement importante dans la recherche sur l'intelligence artificielle et le financement de la recherche, que les Américains ont interdit aux Émirats de poursuivre ces relations. Ça a créé d'ailleurs une petite crise entre les deux pays. Et donc, sur ce sujet, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le front de la guerre États-Unis-Chine du 21e siècle. La guerre économique, j'entends. Est-ce que ça vous inquiète, Guillaume Roquette, vous qui êtes un occidental pur sucre? Je suis pas le seul, hein. Non, mais le mot Occident... Mais moi, je l'assume, en tout cas. Vous l'assumez. Le mot Occident, parfois, tout le monde l'assume pas à fait. Vous l'assumez complètement. De voir cette immense puissance chinoise, grande dictature, qui va prendre une place aussi considérable. Bien sûr, c'est une inquiétude, c'est surtout un peu de colère, parce que je crois que la puissance chinoise, elle s'est avant tout bâtie sur l'économie, et c'est grâce à l'aveuglement occidental. Je pense à l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui fait que nous sommes devenus un gigantesque marché pour elle. Je pense à la façon dont l'Union européenne a à moitié tué, j'espère pas totalement, l'industrie automobile européenne pour le plus grand bien des Chinois. Donc c'est d'abord de la colère, parce qu'on a une grande responsabilité. Ensuite, il me semble que la différence aujourd'hui de puissance entre la Chine et les États-Unis, c'est que la Chine est une puissance opportuniste, c'est-à-dire qu'elle essaye, dans chaque situation, de voir comment elle peut tirer son épingle du jeu. Mais il n'y a pas d'affrontement direct. Je ne sais pas si vous connaissez Ping Ping et Fu Shuang. Non.
Eh bien, c'est un couple ravissant de pandas que les Chinois ont envoyé aux États-Unis le 24 avril, donc après le déclenchement de la guerre. Ça avait été décidé il y a plus d'un an. C'était un accord avec un zoo, je sais plus lequel, américain. Vous savez que la diplomatie du panda, c'est important pour les Chinois. Quand ils sont pas contents, ils font revenir les pandas, ou alors ils refusent de les envoyer dans les pays concernés. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que les Chinois, effectivement, aident les Iraniens, comme d'ailleurs ils aidaient les Russes, mais ils veulent pas non plus se fâcher avec les Occidentaux. Donc, par rapport à un Trump qui met les pieds dans le plat et se lance dans des opérations un peu hasardeuses avec toute sa puissance militaire, les Chinois n'en sont pas là. Écoutez le contre-argument. Trump vous répond, il n'est pas d'accord avec vous. Et il dit, non, mais c'est moi qui finalement impressionne plus les Chinois que ne le feraient mes prédécesseurs ou peut-être mes successeurs. J'ai d'excellentes relations avec le président Xi. Je le trouve formidable. On s'entend très bien. On fait beaucoup d'affaires avec la Chine et on gagne beaucoup d'argent. Xi Jinping tire environ 60% de son pétrole d'Ormuz et il a été très respectueux, je trouve. La Chine ne nous a pas défiés. Je pense qu'elle ne nous défie pas parce que c'est moi. C'est très intéressant. Il fait toujours comme ça. Il commence par l'éloge, puis après il dit « je tiens quand même par les reins ». C'est difficile d'avoir quand même deux approches aussi différentes. Ou deux hommes d'ailleurs aussi différents que Xi Jinping et Donald Trump. Je veux dire, c'est le yin et le yang. Allez, c'est totalement opposé. Et d'une manière générale, la stratégie chinoise, la vision chinoise de l'action est totalement opposée à celle des Américains. Les Américains, et notamment Trump, c'est on y va, puis on voit, et on navigue à vue un peu. Les Chinois, c'est absolument l'inverse. À la limite, on n'agit qu'à la fin. Et une fois qu'on est à peu près sûr de son coup. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Exactement. On l'engage quand on sait qu'on a gagné. Oui, mais Sun Tzu, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute la pensée chinoise, elle a été figée depuis cette époque, et depuis, c'est devenu un empire quelques temps après ça, à ce moment-là, et c'est depuis, ça se résonne un empire qui résonne sur le temps long et qui considère tous ses voisins comme ses vassaux. Et donc, il résonne toujours de cette façon. Et avec une vision à long terme dans laquelle il faut s'inscrire dans les tendances du temps, plutôt qu'essayer de les créer par la force. Mais est-ce que Trump a raison quand il dit « moi, j'ai impressionné les Chinois », c'est-à-dire ils ont vu ce que j'ai fait au Venezuela, je vous cite, il vaut mieux s'entendre avec la Chine que de se battre avec elle. Ouais. Et ne vous leurrez pas, ils observent ce qui s'est passé au Venezuela, ils observent ce qui s'est passé en Iran, parce que militairement, l'Iran est essentiellement fini. Alors, l'Iran est fini, là, il exagère, mais en revanche, est-ce qu'il a raison de dire « mon comportement peut-être un peu imprévisible impressionne les Chinois ». Non, dans la déclaration qu'il a faite, il y a 4 points très rapidement, 2 mensonges et 2 points intéressants à relever. Donc c'est mi. Donc déjà c'est toujours ce narcissisme. Oui. Making a lot of money. Alors non, making a lot of money. Peut-être les spéculateurs, mais les Américains sont pas contents. Pour l'instant, ça s'est contenu, mais ça peut s'aggraver. Ensuite, il dit un gros mensonge. 60% du pétrole chinois vient d'Ormuz. C'est complètement faux. Et enfin, et là, ça, ce n'est pas une information, c'est une estimation. Quand il dit les Chinois, quand ils voient ce que je fais, ils ont très peur. Moi, je pense que les Chinois, mais là, on n'a pas d'informations sûres, c'est que quand ils doivent se marrer, et surtout, ils sont dans le détroit et observent tout ce que fait, je parle sous le contrôle des militaires, observent tout ce que tout ce que font les Américains. Amiral Michaud, et observe juste une question. Est-ce que vous pensez aussi que les Chinois se marrent en regardant ce qui se passe dans le détroit? Moi, j'ai trouvé excellente la une de The Economist qui tirait. On voyait M. Trump en tête et M. Xi juste derrière, et il ne faut le sous-titre était il ne faut jamais arrêter un ennemi qui fait des bêtises. Je suis relativement d'accord avec ça, et surtout sur le fait qu'ils sont en train de regarder ce que font les Américains, ce que les Américains peuvent faire et ne peuvent pas faire, en se disant pour un peu améliorer leur potentiel plan sur Taïwan. Mais une chose dont il faut se rappeler par rapport aux Chinois, on est en train de dire oui, c'est l'empire qui grandit, c'est l'avenir. Ils sont très dépendants des exportations, donc de nous. Ils n'ont aucune consommation interne. Le marché de l'immobilier va très très mal. Ils ont quand même des problèmes démographiques qui continuent après leur politique de un seul enfant par couple. Donc il ne faut pas non plus idéaliser la Chine en se disant c'est la puissance de demain, tout va bien. Mais question sur ce plateau, si les Chinois attaquent Taïwan, qui interviendra? Qui peut intervenir? Mais alors les États-Unis. Que les États-Unis? Non, je ne pense pas qu'ils le feront. Mais qui, à part les États-Unis, qui interviendrait?
Les Japonais. Le Japon peut-être. Oui. Le Japon se risquerait à attaquer la Chine. Non, après tout dépend de l'attitude chinoise initiale. C'est-à-dire, est-ce que les Chinois vont essayer de faire un gigantesque Pearl Harbor en disant on attaque d'abord les Américains et les bases du Japon, etc., pour les neutraliser, pour ensuite être tranquilles pour attaquer Taïwan, ou est-ce qu'ils essaient d'éviter d'attaquer les Américains, et dans ce cas-là, ils peuvent subir la foudre de toutes les bases qui sont relativement proches. Mais si les Américains n'ont pas envie, on en parlait récemment, toutes les simulations montrent que pour les Américains, ce serait de plus en plus cher au fur et à mesure que le temps passe pour défendre Taïwan. Et il arrivera un moment où ce sera peut-être trop cher. Alors arrêtons-nous avec vous, colonel, parce que vous êtes un maître de l'usage des wargames, c'est-à-dire c'est un moment très important parce que moi je découvre ça et c'est vraiment, c'est devenu notamment avec l'intelligence artificielle un mode très intéressant d'analyse des rapports de force guerriers. Vous jouez au wargame, c'est vrai ? Oui, depuis tout petit. Non. Si, j'ai commencé par le Stratego. Le Stratego. Voilà. Quel est le rapport entre le Stratego de l'époque et ce qu'on voit ici à l'image ? Là, c'est quelque chose de très sophistiqué. De volonté. Oui, effectivement. Mais là, c'est un système de simulation qui s'appelle Next War Taiwan. Ça, c'est la carte de Taïwan, évidemment, avec un système. Alors tout ça, c'est papier, des pions en carton, etc. Le système de jeu, il fait 80 pages, donc c'est pas le risque. C'est une simulation extrêmement précise, extrêmement fine des opérations qui se passeraient notamment sur place. Il y a toute une série. Ce qui est intéressant, c'est que l'attaque de Taïwan, c'est certainement la guerre la plus wargamée, la plus simulée actuellement. Ah oui. Dans le passé, c'était l'attaque de la République fédérale allemande. Maintenant, c'est Taïwan. Moyen-Orient, pas mal. Oui, c'est vrai. Donc, c'est intéressant parce que, en plus, ça influe la politique. Expliquez ce qu'on voit là pour les novices comme là, vous avez des pions qui représentent les différentes unités. Donc, en bleu, c'est les unités peut-être américaines d'ailleurs, ou de Taïwan. En rouge, c'est les unités de l'armée populaire de libération, donc chinoise. Donc là, on a, si je me vois bien, un premier assaut aéroporté sur la zone. Non, mais encore une fois, c'est très pointu et ça permet d'avoir une petite idée de ce qui se passerait suivant différents scénarios, quoi.